Eh ben, je vais commencer. Le temps que d'autres personnes viennent, puisqu'il fait un peu froid aujourd'hui. Bienvenue à tous et à toutes les personnes qui sont en ligne que je ne peux pas voir. Je suis Bensouda Hamza, donc je suis ancien étudiant à Sciences Po Paris. Je travaille sur les questions de sexualité qui touchent particulièrement le Maghreb. Et je suis ici en tant que modérateur et aussi en tant que coprésident de Society. La deuxième personne qui gère Society, c'est Tilila Sarah Bakrim. Elle n'est pas là puisqu'elle est actuellement à Londres, mais elle nous suit. Et donc, je vais juste vous présenter rapidement ce que c'est Society. Que ce soit le mal de pays, la diglossie, la sexualité, les migrations, les conflits interétatiques ou encore la mise en valeur du patrimoine culturel maghrébin. Society, c'est avant tout un podcast qui a été créé à Montréal il y a 2 ans par 2 étudiants, moi et Tilila Sarah Bakrim. On parle de société, de culture, d'histoire. À nos 10 000 écoutes et personnes qui nous entendent, merci d'ailleurs. Le podcast, il a évolué en association, à la fois à Sciences Po Paris et à Paris même, pour promouvoir 3 axes. Les thés littéraires, qui sont souvent intimistes, Benjamin Stora, Nestlé Slaoui et d'autres. Les conférences, qui sont plutôt à grand nombre. Et les visites d'exposition ou les ateliers d'art et culturels. De son côté, ce partenariat, c'est avec l'IREMO, où on se trouve actuellement. L'IREMO œuvre et s'engage depuis 10 ans à rendre accessible au plus grand nombre un savoir scientifique engagé sur les grandes problématiques politiques, culturelles, économiques et sociales. Il est important pour Society de remercier toutes les personnes qui travaillent à l'IREMO et l'équipe de l'IREMO qui a aidé à cette table ronde, cette controverse avec nos intervenantes. Tout naturellement, on a choisi un thème plutôt global pour commencer, qui est celui de sexualité au Maghreb, quand l'intime devient politique. Pour revenir dessus, sur le choix, le 13 novembre 2022, une foule composée d'enfants de 13 à 24 ans a passé à tabac une femme trans à Tanger. La même foule qui a agressé à Fès en 2015 une autre femme trans. Le débat national s'est fait autour de savoir si elles devaient exister ou si oui ou non on devait les frapper, si elles devaient se montrer. La question de la visibilité est un enjeu principal dans la question de la sexualité. Il y a eu aussi des débats autour des arts, donc des œuvres artistiques. Par exemple, on se souvient de Much Love de Nabila Ayoub. En Tunisie, beaucoup voient dans la nomination d'une première ministre comme un symbole, mais vidé d'espoir de changement autour de la législation, autour des libertés individuelles et plus particulièrement des femmes. On va en discuter. Le propre de l'intime, finalement, c'est souvent d'être le point de crispation sociale, autant au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Maghreb en général. On peut se souvenir aussi des réponses et des réactions effroyables de Ranouchi à la création de Shams Tunisie, œuvrant pour la protection des personnes queer et des femmes aussi, du manque de prise en charge des agressions sexuelles et de leur condamnation par le tabou familial d'un côté et aussi par l'État. C'est ce que vise très justement la réalisatrice franco-tunisienne Elige Seheli dans Sous les figues, qu'on vous conseille. D'ailleurs, à chaque table ronde, il y a toujours un envoi de toute la bibliographie et de la cinématographie qu'on vous conseille. Et sans bien sûr compter les lois qui criminalisent les relations hors mariage, en Algérie, en Maroc, en Tunisie, accompagnées de l'invective à la pudeur, bien que derrière les portes fermées, chacune sait faire de la transgression une norme. Mais l'intime et la sexualité, ce n'est pas que ça. C'est avant tout aussi l'histoire de résistance, de soin de jouer des mêmes lignes rouges qu'ils filent les interdits pour tisser de nouveaux lieux, de nouveaux espaces, de nouvelles façons de revendiquer. Du féminisme en prison à celui de l'État, des icônes queer solitaires aux collectifs florissants, des silences autour des tabous aux revendications ouvertes et pertinentes, parfois engagées. La sexualité, le genre, l'intime au Maghreb ne sont plus enchaînés uniquement à l'absence de parole. Cantonnés aux lectures biaisées parfois choisies par l'État, elles sont débattues, parfois repensées, les mouvements sociaux les prennent à corps. Qu'ils créent, ils permettent d'analyser, de comprendre plus finement ce qui se joue autour de ces moments charniers. On évoquera pas mal d'exemples, je pense, avec nos intervenantes. Alors finalement, les questions que Tilila et moi avons pensées pour cette table ronde, c'est quel vécu de l'intime au Maghreb, comment se structure le discours autour de la sexualité dans les sociétés maghrébines, comment le politique se saisit des débats sociaux autour de cette dernière, puis quelles lois, pour quelles règles et pour quels enjeux, quelle imbrication entre le contrôle de l'État et la violence parfois émanant du corps social et que l'on oublie souvent. Pour en discuter, notre première intervenante, c'est Monia Lachèvre, sociologue et enseignante, chercheure à l'Institut supérieur du sport et de l'éducation physique de Tunis, associée à l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain.
Ses travaux portent sur la socio-anthropologie du corps, du genre et des sexualités au Maghreb notamment, on en a discuté. Elle a dirigé l'ouvrage aussi de Transgresser au Maghreb, la normalité et ses dépassements, avec Philippe Chaudat, aux éditions Cartala 2016, ou encore Être homosexuel au Maghreb, Cartala 2018. À côté d'elle, Mickaëlle Gagné, qui est donc en présentiel, journaliste et réalisatrice pour Arte, France 2, France 5, M6. On se souvient de votre ouvrage, L'amour interdit, qui est juste ici, si on peut le montrer peut-être, pour Sexe et tabou au Maghreb, sorti à l'Archipel en 2019, ainsi que les reportages dont on va parler au début, qui s'appelle Sexe et amour au Maghreb, diffusé sur M6. À côté d'elle, Betty Lashgar, Ibtissam Lashgar, psychologue, clinicienne, militante des droits humains et féministe marocaine, fondatrice du mouvement Mali, mouvement alternatif pour les libertés individuelles, et actuellement à l'origine d'une campagne autour des femmes arbitres au Qatar. On va en discuter aussi. Et puis surtout, elle n'est pas là, mais on la remercie, Zeynep Fassiki, dont l'illustration de cette table ronde vient de son livre Chouma, Corps et sexualité au Maghreb, aux éditions Masso 2019, où s'entremêlent finalement BD et histoire de vie. Voilà, donc pour commencer cette table ronde, on a pensé à laisser d'abord la parole aux intervenantes. On va donc commencer sur cette question de comment on vit l'intime. Et je vais peut-être laisser la parole d'abord à Monia pour nous parler justement de la fabrique de la norme de la sexualité dans les pays sur lesquels elle étudie. Merci Monia. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, très contente d'être parmi vous dans le cadre de cette table ronde. Merci pour les organisateurs et organisatrices pour ce travail et surtout pour le choix de la thématique, parce que c'est une thématique qui devient de plus en plus, j'ai envie de dire, de plus en plus chaude dans la région. On va dire qu'elle a explosé, à mon avis, elle a explosé, mais carrément explosé au lendemain des soulèvements sociaux de janvier 2011, parce que juste avant, ça ne veut pas dire que ces problématiques n'existaient pas, mais elles existaient sous silence. Ce sont des questions qui étaient présentes comme ça en hibernation quasiment. Mais au lendemain de 2011, quand même, cette histoire de sexualité qui est au cœur de l'intime, évidemment, en tant que réalité très, très complexe, qui renvoie évidemment à tout ce qui est intérieur à la personne, à tout ce qui la concerne de très près, et du coup, à tout ce qui ne concerne pas les autres, tout compte fait. Hein. Et que le souligne François Laplantine, d'ailleurs, qui est anthropologue français, c'est une expérience qui est censée être invisible et silencieuse. Toutefois, dans les pays du Maghreb, c'est devenu cette question de l'intime, elle a pris de plus en plus d'ampleur, et notamment en ce qui concerne les sexualités dites non normatives. Donc, je pense tout particulièrement à la question trans, la question homosexuelle, les mères célibataires, le travail de sexe, etc. Donc, tout ce qui ne correspond pas à la norme ou ne respecte pas la norme. À titre d'exemple, je prendrai l'exemple de la Tunisie, par exemple, au mois de mars 2011, on a vu la parution du premier magazine gay en ligne. Ensuite, en juin 2011, c'est une manif qui a eu lieu dans la rue emblématique de ce qu'on appelle la Révolution, où le drapeau gay s'est déployé tout au long de cette manif. Et ces deux événements ont provoqué une très, très forte polémique. D'abord en Tunisie, qui a conduit à des débats quasiment, j'ai envie de dire, houleux, mais principalement entre les hommes politiques et les hommes de religion. Ce sont principalement les personnes les plus aptes, on va dire, à parler. Ou, par exemple, une psychologue, non, c'est pas intéressant. Une sociologue, c'est encore moins. Donc, les personnes les plus légitimes, voilà, de parler de sexualité, d'homosexualité, etc. Ce sont surtout les hommes de religion et les hommes politiques. Et ces débats ont activé l'éruption, donc, dans l'espace public, dans les débats publics, une question qui appartient traditionnellement au domaine du privé.
Alors, tous ces débats ont mis en avant quelque chose de très particulier, la dimension transgressive des différentes formes de sexualité, et ceci concerne la Tunisie, bien sûr, le Maroc, l'Algérie et aussi la Libye, mais avec des degrés plus ou moins élevés, bien sûr. Hein. Donc, ces sexualités sont transgressives. Pourquoi? Parce qu'elles ne correspondent pas à la norme hétérosexuelle, cette norme hétérosexuelle qui est socialement et juridiquement acceptée. Elles sont aussi transgressives parce qu'elles déstabilisent les règles de l'organisation de la famille. Évidemment, le modèle classique de la famille, c'est le père masculin, la mère féminine, les enfants garçons et filles qui jouent chacun et chacune un rôle social qui leur sont attribués. Enfin, je dirais aussi que ces sexualités sont transgressives parce qu'elles ne respectent pas les valeurs de ce qu'on appelle la culture arabo-musulmane. C'est une notion cadre comme ça qui apporte un regard homogénéisant sur une réalité complexe et une réalité qui se décline en de multiples formes d'existence. Alors, dans le cadre de cette dynamique, il faut mentionner que les jeunes n'acceptent plus de subir dans la passivité. Ils et elles se mobilisent, ils et elles revendiquent leur droit de cité et agissent toujours en fonction du contexte politique et social, hein, local. Le contexte local, il est quand même déterminant. Pour prendre comme ça quelques exemples, je dirais en Tunisie, par exemple, plusieurs associations LGBT ont vu le jour, par exemple l'association Chouf, l'association Mawjoudine, Damj, Shams, c'est la dernière de toute façon qui a vu le jour. Chaque association intervient à sa manière auprès des jeunes pour leur apporter leur soutien, organise des formations destinées aux activistes et aux personnes LGBT. L'association Chouf, par exemple, et l'association Mawjoudine organisent des festivals maintenant qui sont très connus. Si je prends encore l'exemple de l'Algérie, par exemple, le 10 octobre, le Qaten, c'est une journée mondiale de revendication d'une décriminalisation de l'homosexualité en Algérie. Et en quoi consiste l'événement? Il s'agit d'allumer une bougie, de la prendre en photo et de la diffuser sur les réseaux sociaux. Et c'est un événement qui prend de plus en plus d'ampleur. Il y a beaucoup plus de personnes qui s'engagent et qui s'investissent rien que pour donner de la visibilité à la question homosexuelle en Algérie. Enfin, je dirais deux mots concernant la Libye, qui elle aussi, la Libye fait partie du Maghreb. Et depuis, je vais dire 2 ans à peu près, un peu plus peut-être, mais en moyenne comme ça 2 ans, on voit des jeunes qui se manifestent, qui contestent qui contestent la situation politique et sociale aussi verrouillée, et ils se manifestent à travers une page Facebook qui s'appelle Yasmine. Et cette page Facebook, principalement, elle est très très active. Elle devient très très active autour du 10 décembre, la journée mondiale des droits de l'homme, justement. Donc plein de hashtags, plein de messages, plein de pancartes qui sont diffusées et qui sont toutes contre la criminalisation de l'homosexualité et des différentes formes de sexualité non normative sur les réseaux sociaux. Donc pour la Libye, c'est beaucoup plus verrouillé que la Tunisie, bien sûr, parce que bon, les contextes, ils sont complètement différents. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces clarifications. C'est justement intéressant de revenir sur, de les nommer, que ce soit Demj, que ce soit Chouf. Pour celles qui sont intéressées, Mawjoudine, c'est un festival de cinéma aussi. Cette année, si je ne me trompe pas, c'est avec Sora Film Festival, qui est un festival qui existe en Allemagne et qui va accueillir justement Mawjoudine sur certaines des programmations. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Je vais me retourner vers vous avant de passer à Betty.
Michael Gagné. On se souvient, et moi je m'en souviens, des documentaires que vous avez faits sur M6, plus particulièrement dans le cadre de cette table ronde, celui de sexe, de sexualité au Maghreb, amour et sexualité. Ma question est très simple, pour reprendre les mots de Tila, comment on filme finalement le tabou, quelque chose qui est de l'ordre parfois de l'invisible, mais qui est ressenti et vécu? Non, étonnamment, c'est à la fois très difficile parce qu'évidemment, c'est faire parler des personnes, des hommes, des femmes sur ce qu'il y a de plus intime pour eux et surtout dans une société où c'est interdit, où ils peuvent risquer la prison, surtout pour les homosexuels et les lesbiennes. Mais ce qui m'a surprise quand même, alors ça a été long, hein. Heureusement j'habitais en Tunisie, donc il a fallu 6 mois en tout pour faire un film de 52 minutes et pouvoir aborder ces questions-là. Filmer aussi des choses qui s'étaient presque jamais filmées, par exemple une reconstruction de l'hymen. Donc effectivement, c'était compliqué, surtout de filmer, ce que je disais, une opération de reconstruction de l'hymen, par exemple. Là, on a mis plusieurs mois, enfin j'ai mis plusieurs mois à le faire parce qu'il fallait convaincre le médecin, convaincre la jeune fille, mais ça me semblait très important de montrer, par exemple, cette chose qui est assez difficile et qui peut être impudique à montrer si on le filme mal. Mais là, on a pris évidemment toutes nos précautions, on a respecté l'anonymat de la personne, on a fait en sorte de le filmer d'une façon à la fois assez crue, parce que c'est une opération finalement assez violente, et puis évidemment respectant la pudeur de la jeune fille qui était sur la table d'opération. Mais ce que je voulais dire, donc tout ça, filmer Shams notamment, donc cette association homosexuelle qui se réunit à Tunis pour faire une grande fête et pour inaugurer une radio qui était la première radio sur les ondes homosexuelles. Tout ça est très compliqué, mais ce qui m'a quand même étonnée, c'est que j'ai senti une envie de toute cette jeunesse de témoigner, de raconter en fait ce que cette jeunesse du Maghreb ressent exactement comme celle de Londres, de Berlin ou de Paris, c'est-à-dire un besoin de liberté et un besoin de s'exprimer sur la difficulté de vivre dans une société qui leur impose de cacher soit leur sexualité, soit se cacher tout simplement pour s'aimer entre un garçon et une fille, puisque le concubinage est interdit. Même simplement de s'embrasser dans une voiture, ça peut vous conduire en prison. Donc voilà, pour résumer, j'ai trouvé, c'était à la fois une approche lente et tout en douceur pour convaincre les personnes de parler, mais je sentais quand même cette soif de raconter la façon dont on est corseté aujourd'hui dans le Maghreb, et puis aussi, et en même temps, une volonté de vivre comme tout le monde. Et c'est pour ça que moi, je suis très optimiste pour les années à venir. Ça va sur le micro, tout va bien? Super, on ne sait jamais. Ça, quelque chose qui revient aussi dans le documentaire et à chaque fois aussi dans le livre, c'est en fait finalement les témoignages que vous sélectionnez, parce qu'il y a une sélection à chaque fois qu'on fait forcément qu'on écrive un livre ou qu'on finit par filmer, on finit par sélectionner des parties, on ne peut pas tout mettre, mais si on aimerait bien faire un film qui dure 4 heures, comment on fait cette sélection et quel témoignage justement reste en tête quand on a fini et qu'on a coupé, qu'on a envoyé finalement le documentaire à la production pour être véhiculé sur la chaîne du coup M6? Après, ça, c'est le résultat de l'enquête. D'abord, on enquête pour savoir quel est le problème qu'on a envie de soulever en Tunisie, au Maroc et en Algérie, où là, j'ai eu l'interdiction de filmer, mais j'ai pu contacter pas mal de personnes par téléphone ou par Skype. Le choix, c'était de montrer déjà comment on s'aime en tant que couple hétérosexuel, ce qui est assez compliqué, et puis après de montrer le plus difficile, c'est de vivre son homosexualité dans des pays où on risque 3 ans de prison. Mais ce qui reste en tête pour moi, effectivement, ce qui m'a le plus marqué, c'est la détresse des homosexuels, notamment qui en plus en Tunisie subissent ce qu'on appelle le test anal, qui est un test qu'un médecin du 19e siècle a inventé et qui, soi-disant, peut décider si vous êtes un homosexuel ou pas. C'est un test qui est pratiqué par un médecin légiste, donc j'ai recueilli le témoignage de beaucoup de jeunes hommes qui avaient dû vivre ça, qui le vivaient d'ailleurs comme un viol.
Et si on détectait, ce qui est complètement faux scientifiquement, que si le test anal semblait montrer qu'il y avait une déchirure, par exemple, de l'anus, et que donc vous pouviez être considéré comme un homosexuel, vous risquez la prison. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a frappée parce que je ne connaissais pas l'existence de ce test-là, et je pense que pas beaucoup le connaissent. Ensuite, ce qui m'a quand même marqué dans les témoignages, c'est par exemple, c'est un témoignage qui paraît pourtant assez simple d'une jeune femme de 35 ans qui est journaliste et qui, parce qu'elle ne peut pas prendre la pilule, alors que c'est autorisé parce qu'elle a le regard autrement extrêmement sévère de sa famille, elle a quand même, comme tous les jeunes du Maghreb, des relations sexuelles avant le mariage, mais elle choisit à chaque fois, par exemple, d'avorter. Heureusement, en Tunisie, c'est autorisé. Donc, elle est rendue là à 7 avortements parce que c'est moins compliqué finalement d'avorter que de prendre la pilule, puisque pour prendre la pilule, il fallait qu'elle se cache de ses parents, qu'ils avaient découvert dans son portefeuille qu'elle avait ces pilules et que ça voulait dire évidemment qu'elle ne serait pas vierge avant le mariage. Donc ça, c'est peut-être des témoignages qui est le moins fort. Hein. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus durs, mais ça révèle en fait une espèce à la fois d'hypocrisie et surtout de grande tristesse en fait pour vivre sa vie sentimentale, de faux semblants, à chaque fois de stratégie pour qu'on ne découvre pas simplement que cette jeune fille prend la pilule, par exemple. C'est très intéressant et d'ailleurs sur le test anal, il y a d'autres sources. Par exemple, il y a pas mal d'écrits qui ont été faits du coup plutôt en anglais sur le test anal au niveau en Égypte, qui est très 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 répandu. Il y a aussi bien sûr la connaissance de Flaubert qui faisait justement des tests anal déjà en Égypte à son arrivée. Donc c'est une pratique qui existe encore et puis c'est bien de le souligner. Je vais me tourner maintenant vers Betty. On a beaucoup discuté auparavant, beaucoup par rapport à Mali, puisque au Maroc, il y a aussi cette question de... une des questions qui m'est parue importante, c'est quand je faisais mes recherches, c'était d'essayer de retrouver une datation quelque part de la question LGBT. Je restreignais à LGBT parce qu'on explique justement que le reste de l'alphabet était encore à ses premiers balbutiements, ce qui ne veut pas dire que les personnes queer n'existaient pas, au contraire. C'était que la revendication politique était différente et on tombait par exemple sur soit des personnes, donc des personnages, Abdallah Taya pour ne citer que lui, Hicham Tahir et d'autres gens comme ça, Dina Al-Omari. Et finalement, quelques mouvements plutôt rares. Parmi les mouvements, il y avait Mali, Mouvement alternatif pour liberté individuelle, et que tu as co-créé. Je voulais te laisser faire ton intervention sur la question finalement du vécu au Maroc de cette sexualité, et puis aussi d'apporter cet éclairage-là de formation de psychologue clinicienne dans justement ce vécu, soit des agressions, soit de la sexualité, soit de son épanouissement à la fois dans l'espace public et privé. Donc je te laisse. Donc, j'ai pas besoin de micro, c'est bon. Oui, donc comme tu le disais, Mali est c'est un mouvement un peu avant-gardiste puisqu'il a été créé en 2009, donc c'était avant le printemps dit arabe, entre guillemets, donc printemps démocratique, je préfère, de la région MENA. Et donc voilà, donc 2009, nous étions un petit peu seuls. Puisque c'était un mouvement, donc d'abord c'est le mouvement alternatif pour les libertés individuelles, donc les libertés individuelles au sens large, donc ça comporte la liberté de conscience, la liberté d'expression, etc. Et la liberté sexuelle, droit sexuel et reproductif / liberté sexuelle, les droits des personnes LGBT et le droit à l'avortement. Donc c'était le premier mouvement qui évoquait ces questions-là, et même après 2011, puisqu'il y a eu aussi un mouvement en 2011 par rapport dans le sillage du printemps dit arabe, mais même après 2011, il n'y avait encore que Mali à ce moment-là, que ce mouvement-là, donc nous avons été ostracisés. Et nous étions un peu seuls dans ces questions-là parce que, comme il a été dit, là, je ne vais pas le redire, mais c'est une question, la question de la sexualité ou des droits sexuels et reproductifs, en règle générale, est une question taboue. Et ce sont des droits pourtant donc fondamentaux, ce sont des droits humains, mais qui étaient en tout cas à l'époque, moi maintenant, on est quand même en 2022, Mali a été fondé il y a 13 ans, mais qui étaient, c'est des questions reléguées au second plan.
par tabou, par stratégie, peu importe. Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas des questions sur lesquelles il y avait débat, et encore moins des campagnes ou des actions militantes. Et donc, en fait, Mali a décidé d'où le nom alternatif, de trouver une alternative. Et donc, c'est un mouvement de désobéissance civile, et c'est un mouvement transgressif. Et donc, nous avons mis en place des campagnes et des actions sur plusieurs questions, mais là, on reste sur les questions qui nous intéressent ce soir. Autour des sexualités. Et donc, nous avons mené plusieurs campagnes et plusieurs actions plutôt choc, puisque notre objectif, c'est de provoquer un choc des consciences pour pouvoir ouvrir un débat et faire parler de ces questions-là, et aussi bien que l'opinion publique s'y intéresse, mais également la société civile, c'est-à-dire les associations qui n'avaient pas le courage d'évoquer ces questions-là. Et donc, pour faire très court, nous avons mené, là je ne peux pas parler de toutes les campagnes et de toutes les actions, mais il y a aussi des capsules que vous pouvez retrouver sur YouTube, parce qu'on a mis en place des campagnes vidéo, et c'était les premières à l'époque et les seules campagnes sur la question de la liberté sexuelle et la question LGBT. Alors, c'est vrai que j'ai deux casquettes, c'est ce qui a été dit. Donc moi, j'ai ma casquette de psychologue clinicienne, qui est donc un engagement professionnel, on va dire, et parallèlement, j'ai la casquette d'un engagement personnel, qui est ma casquette de militante et d'activiste. Et j'ai la chance qu'en fait, les deux se rejoignent, parce qu'en tant que psychologue clinicienne, je travaille sur ces questions-là depuis bientôt maintenant 25 ans. Voilà, c'est vraiment l'une de mes spécialités, c'est la santé sexuelle et reproductive. Je voulais dire deux mots. Moi, je préfère plutôt les questions-réponses après, parce que sinon je me disperse et je me perds. En tout cas, dès 2009, nous avons commencé à parler de ces questions. Et en fait, on a mis en place, on a initié, on va dire officiellement, entre guillemets, la lutte LGBT, ou le mouvement LGBT, en 2012, avec notre première campagne et la mise en place au Maroc, parce que ça n'existait pas, la journée internationale de lutte contre les LGBT-phobies. Du coup, effectivement, à l'époque, on disait homophobie et transphobie, on mettait pas, voilà, il n'y avait pas plein de lettres, il n'y avait pas tout ça. Bon. Mais en tout cas, c'était cette journée-là du 17 mai, et donc nous l'avons initiée au Maroc. Et chaque 17 mai, depuis 2012, enfin, surtout ces premières années, parce que maintenant, il y a plusieurs collectifs au Maroc, en Afrique du Nord, etc., dans la région MENA, qui existent, mais vraiment, à cette époque-là, nous étions vraiment le seul mouvement. Donc, c'était important, c'était même un devoir d'évoquer ces questions-là et de mettre en place des activités lors de la journée du 17 mai. Et voilà, donc nous avons organisé beaucoup d'événements. Il y a eu en 2013 une exposition, c'était la première pareil au Maroc, une exposition lors du 17 mai, sur une exposition photo sur cette question de la liberté sexuelle et de la question LGBT, et voilà, d'appeler à l'abrogation des articles de loi liberticides. Je voulais juste ouvrir une petite parenthèse. Lorsque nous menons des campagnes autour de ces questions, la question des sexualités, toutes nos campagnes et nos actions appellent à l'abrogation de 3 articles de loi, qui sont l'article 489 qui condamne l'homosexualité, l'article 490 les relations sexuelles hors mariage, et l'article 491 que nous avons tendance à oublier souvent. Même les associations mettent cet article de côté. L'article 491 condamne l'adultère. Donc, en fait, relation sexuelle hors mariage quand on est marié. Donc, voilà. Donc, du coup, nous avons mené pas mal de campagnes et pas mal d'actions. Et tout à l'heure, tu parlais aussi de s'embrasser en public. Donc, ça fait partie aussi... Voilà, c'est les premiers émois, les premiers... Le fameux kissing. Voilà, les premiers baisers, l'adolescence, etc. Et donc, quand je disais que nous organisions des actions choc, voilà un exemple d'action. Puisqu'en 2013, au Maroc, un adolescent et une adolescente de 14 ans ont été emprisonnés pour avoir posté une photo sur les réseaux sociaux où le jeune couple d'adolescents s'embrassaient sur la bouche, enfin un bisou sur la bouche, un smack. Et pour l'anecdote, tristement drôle, c'est que c'est une association qui lutte pour les droits humains
qui a porté plainte contre l'adolescent et l'adolescente. Et donc voilà, donc le couple d'adolescents était emprisonné avec le camarade qui les a pris en photo. Et nous avions organisé un kiss-in à Rabat, la capitale du Maroc, face au Parlement de Rabat. Voilà, c'est une action symbolique, mais qui a porté ses fruits, parce que d'abord, le débat était ouvert, et surtout qu'effectivement, ça a été médiatisé à l'international, et les 3 ados ont été relaxés. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, il y a pas mal de choses que je peux dire par rapport à cela. Pour revenir juste, je préfère les questions-réponses comme je disais, mais ces dernières années, nous avons mené 3 grandes campagnes sur la question du mythe patriarcal de la virginité féminine, parce que justement la sexualité des femmes, le tabou, les violences patriarcales qui sont fondées sur ce mythe patriarcal qui est la virginité féminine. Et ben donc du coup nous avons mené 3 campagnes pareil, qui ont fait un peu de bruit. Déjà, nous choisissons souvent des slogans ou des titres de campagne qui choquent un petit peu au vu du conservatisme de la société marocaine. Donc par exemple la première campagne en 2018, c'est notre première campagne par rapport à cette question du mythe de la virginité féminine. C'était une campagne... c'était quoi le titre déjà? J'ai déjà oublié. C'était pas Touche pas à ma vulve ou quelque chose comme ça, je crois. Si, c'est un comme ça. Ou Ma vulve m'appartient, enfin bon, j'ai déjà oublié. Et puis en 2021, nous avons mené une autre campagne très originale, toujours sur ces questions-là, où nous avons mis en place dans la campagne un faux site internet pour faire croire que du coup on pouvait commander un produit ou des produits pour pouvoir tester la virginité des femmes, etc. Et en fait quand on allait sur ce fake site, en fait non, c'était notre campagne qui expliquait que la virginité c'était un concept imaginaire, patriarcal, il y avait des témoignages, etc. Enfin, voilà. Et puis cette année en 2022 nous avons mis en place un livre illustré que vous pourrez feuilleter tout à l'heure, mais que vous pouvez trouver en ligne également. Le macabre dictionnaire des tests de virginité. C'est ça. Et en fait, voilà, donc on part de cette pratique rétrograde sexiste qui équivaut à du viol et à la torture, qui est le test de virginité, puisque dans la région MENA et au Maroc, c'est pratiqué encore. Et c'est même dans le code pénal, il y a un article, et c'était justement nos campagnes lutte pour l'abrogation de cet article complètement barbare. C'est l'article 488 du code pénal marocain qui dit que lorsqu'une femme est victime de viol, si elle était donc supposément vierge, étant donné que ça n'existe pas, en plus ça ne veut rien dire, en tout cas, le violeur écope d'une peine moindre que si la victime n'était donc supposément pas vierge. Et donc c'est vraiment la justice qui demande à ce qu'un test de virginité soit effectué par un ou une médecin légiste. Donc voilà, en gros, le travail que nous effectuons. Juste pour les titres de nos campagnes, en 2016, on avait mené une grande campagne de lutte pour la liberté sexuelle en règle générale, et contre l'homophobie, et nous l'avions en partenariat avec l'Inter-LGBT à Paris, et c'était « Sortez ces juges de nos culottes », voilà le genre de... Voilà. Et donc, nous avions mené cette campagne en français et en arabe et nous avions envoyé nos visuels qu'on avait imprimés, nos beaux visuels, à tous les ministres du gouvernement marocain. Voilà. Plus la campagne pour l'avortement. Oui, c'est la campagne sur l'avortement, bien sûr. Bien sûr, plusieurs campagnes et actions pour le droit à l'avortement. Vous l'avez compris, dans ce premier temps, en fait, cette question de comment on vit l'intime, elle est, chacune d'entre vous la traverse d'une façon différente, que ce soit avec l'image, que ce soit avec la recherche, que ce soit avec le militantisme et les questions liées à la sexualité. Dans cette deuxième partie, plutôt, il y a cette question de la complexité de la règle, c'est-à-dire comment on a société et État qui sont en imbrication, comment des violences des deux côtés peuvent arriver à limiter la sexualité présente dans la jeunesse. Souvent, dans votre documentaire, justement, on voit beaucoup de jeunes qui sont représentés, puisque c'est une question qui est vraiment les traverse, que ce soit dans différentes villes aussi et différents contextes. Et justement,
je veux revenir justement à Monia sur ça, en travaillant justement sur les débats, les polémiques autour de la sexualité ou l'incluant de près ou de loin. Justement, il apparaît souvent qu'il y a un côté dans la question publique qui dérange et qui est le principal point de crispation. D'ailleurs, dans Transgresser au Maghreb, la normalité, ses dépassements, vous parlez justement de ce côté de publicisation de la transgression comme à l'origine finalement de la violence ou du revers social. La question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce qui justement rend une société prompte à agir avec autant de véhémence contre certains qui veulent un élan progressiste, et quelle est la place finalement de l'État dans la sanction finalement de cette publicisation? Oui. Alors, la question des sexualités, elle est fondamentalement politique. Moi, je le dis d'une manière très carrée comme ça, parce que tout simplement, toutes les formes de sexualité sont légiférées d'une manière ou d'une autre. Il y a un cadre juridique imposé par l'État pour gérer toutes les formes de sexualité, qu'elles soient hétérosexuelles ou homosexuelles ou autres. Donc, par exemple, Tunisie, Algérie, Maroc, il y a le code pénal, et ce sont des codes pénaux qui datent de 1913 et qui sont semblables, avec des différences assez minimes, mais qui sont vraiment, ils se ressemblent beaucoup. Pour la Libye, c'est un code pénal qui date de 1958, et là, la Libye, elle se distingue par, par exemple, pour les autres pays du Maghreb, Tunisie, Algérie, Maroc, on parle de sodomie, on parle de lesbianisme, on parle de sexualité entre des personnes hétérosexuelles, etc. Alors pour la Libye, par contre, on ne parle que de sexualité en dehors du cadre du mariage. Donc tout ce qui sort du cadre du mariage est perçu comme étant non normatif. Il ne respecte pas cette norme-là. Donc il y a donc le côté juridique qui est très présent pour sanctionner toutes les pratiques, toutes les formes de pratiques sexuelles. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la dimension religieuse. Elle est aussi très présente et très pesante pour normaliser ou contrôler, pour avoir un contrôle justement sur les différentes formes de sexualité. Et bien, quand je dis le côté religieux, ce n'est pas uniquement culturel, c'est aussi politique. Parce que l'islam, c'est la religion de l'État aussi, hein, comme il est mentionné dans les différentes constitutions, si je ne me trompe pas. Et voilà, donc la religion, elle est très présente pour contrôler, pour avoir la main mise sur les différentes formes de sexualité. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu as fait référence à Ranouchi, c'est la grosse tête de l'islam politique, en tout cas l'islam politique en Tunisie, au lendemain de 2011. Et il s'est prononcé publiquement sur l'association Shams, sur la légalisation de l'association Shams, en jouant justement sur la question de la visibilité, non-visibilité. Et c'est là où la transgression devient, elle prend forme, c'est lorsqu'elle traverse les frontières de la visibilité. Donc, par exemple, pour les homosexuels, il le dit ouvertement, nous, on n'espionne pas les gens chez eux. On n'espionne pas les gens chez eux, mais attribuer ou reconnaître le côté institutionnel, attribuer un nom à la chose homosexuelle à travers une association qui va devenir légale, là c'est un autre problème. Donc le problème c'est justement la visibilité. On n'espionne pas. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Si on reconnaît ou on ne reconnaît pas le droit d'avoir des rapports sexuels, hétérosexuels ou homosexuels en dehors du cadre du mariage. La sexualité n'est pas uniquement un système de reproduction de l'espèce. C'est un problème de plaisir, c'est un problème de désir, c'est un problème comment on dit ça, d'instinct sexuel. Je n'ai pas envie de rentrer dans cette histoire de biologique. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le côté plaisir et désir.
Mais ces dimensions-là peuvent avoir lieu en dehors du cadre du mariage, ce qui est tout à fait, à mon avis, légitime. Donc, transgresser la norme, pour transgresser la norme, il faut se cacher. Voilà. Et transgresser au Maghreb que tu as évoqué tout à l'heure, justement, il a montré à travers différentes pratiques, la consommation du cannabis au Maroc, la question du travail de sexe au Maroc, la question de l'homosexualité en Tunisie, la question de la consommation de l'alcool. Ce sont toutes des formes de transgression. Tant qu'on est caché, on vit bien, tout va bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. La visibilité, elle rend les choses problématiques. Mais je voudrais ici souligner un tout petit élément. Je ne perçois pas la chose comme étant une forme de schizophrénie ou une forme de... Enfin, je ne sais pas quel terme a été utilisé tout à l'heure. Hypocrisie peut-être. Hypocrisie, voilà, c'est exactement ça. Ce n'est pas une forme de schizophrénie ni une forme d'hypocrisie. C'est pour moi, à mon avis, c'est une forme d'arrangement. C'est une forme d'arrangement que toutes les personnes, individuellement, trouvent pour justement articuler, pour pouvoir jouer avec la norme, en fait. Parce que il y a la norme religieuse, il y a la norme juridique, il y a aussi une norme sociale qui s'impose. Les personnes homosexuelles ou les personnes transgenres ou les personnes, les travailleuses de sexe ne sont pas, quand elles circulent dans la rue comme ça, dans l'espace public ordinaire, ne sont pas bien perçues, ne sont pas bien reçues. Donc, pour pouvoir jouer avec la norme, chacune trouve une forme une stratégie personnelle pour voilà, pour pouvoir conjuguer, pour pouvoir jouer, pour pouvoir s'affirmer en tant que tel. Voilà. Oui, c'est assez intéressant de revenir sur ce terme justement d'hypocrisie sociale ou de schizophrénie. La schizophrénie, personnellement, dans mon usage, justement. Exactement. C'est un terme de psychiatrie grave, c'est une psychose. Exactement. Donc, justement, ce refus de ces mots, c'est aussi un refus que, alors, en travaillant sur la question, j'ai aussi refusé les termes de schizophrénie, de bipolarité, d'hypocrisie, parce que c'est des termes très psychologisants, et vous avez bien fait de le rappeler. Et j'arrive à une conclusion aussi de ces petits arrangements que moi je théorise en termes de disjonction sociale, dans le sens où on arrive à disjoindre deux choses, en comprenant que finalement il y a un consensus général dont chacun est conscient finalement de déroger à cette norme. Dans votre documentaire, on voit ce que Monia parle de petits arrangements soit entre la famille, soit entre un couple même, soit entre finalement le chirurgien qui connaît, qui a conscience des arrangements et qui continue à performer parce que c'est un business lucratif finalement aussi. Comment ces petits arrangements sont illustrés justement, et est-ce que vous pouvez nous en parler pour ceux qui n'ont pas vu justement? Sûr. Parce que d'ailleurs vous parlez il y a effectivement les lois qui interdisent de vivre sa sexualité librement, mais il y a aussi le poids donc de la religion, c'est évident, mais de la famille. C'est-à-dire ce qui est très étonnant, c'est que parfois la famille est même violente. Pour empêcher certains de vivre leur sexualité et reproduisent des schémas anciens. Dans le film, effectivement, on voit une mère notamment qui insiste, des parents, c'était en 2018, pardon, qui vraiment insistent pour que leur fille reste vierge avant le mariage, et donc qui leur mettent ça dans la tête. Et on arrive à des situations quand même ubuesques, en fait, où la majorité des Tunisiens et des Tunisiennes ont des relations sexuelles avant le mariage. C'est évident, c'est la grande majorité. Au Maroc, j'imagine, pareil. Mais pour garder en fait le change, pour avoir l'air d'être accepté par la famille et par la société, on va donc se refaire l'hymen, et ça coûte l'équivalent de 270 €, ce qui est très cher en Tunisie. Et tout le monde le sait, en fait, même parfois l'époux, le futur époux le sait, accompagne sa femme chez le gynécologue. Le gynécologue lui-même dit effectivement, ça n'a pas tellement de sens, mais je fais ça
pour sauver ces jeunes filles d'une mort sociale. Non. Sinon, ça ne serait pas possible. Donc, la question, c'est quand même que je lui avais posée, d'ailleurs, à la fois dans le livre et dans le documentaire, c'est mais est-ce que si tous les gynécologues arrêtaient de pratiquer cela, et c'est possible de le faire en disant à leurs clients je ne veux plus pratiquer ça, ça s'arrêterait forcément. Donc il y a une espèce un peu de complicité. Alors là, c'est aussi un business, hein, c'est lucratif, mais il y a aussi une pression des familles. Et ça, en Tunisie, on me l'a souvent répété. Il y a pourtant, la famille est très importante, les parents, les relations familiales sont importantes, mais en même temps, il y a parfois une forme de violence, parce que sortir de la norme, la peur aussi du camp dira-t-on, font qu'on arrive à des situations complètement folles. Au Maroc, moi, ce qui m'avait extrêmement peiné, c'était de voir la situation des jeunes filles qui tombent enceintes après des relations sexuelles hors mariage et qui sont contraintes, au lieu finalement d'être accueillies dans leur famille. Ça, c'était vraiment des exemples très concrets. Alors, il y avait des familles qui les soutenaient, mais la plupart, c'est « je t'aime ma fille, tu es vraiment la prunelle de mes yeux », mais en même temps, si tu tombes enceinte, on va te jeter du jour au lendemain hors de la maison comme une malpropre et tu vas te retrouver à vivre une vie de misère et à souvent abandonner l'enfant, puisqu'il y avait des chiffres qui étaient complètement sous-estimés là, de quelques années qui disaient que 24 bébés par jour au Maroc étaient trouvés dans les rues, parfois morts, souvent griffés par les animaux, par les chats, par les chiens, par des rats, ou trouvés et placés dans des orphelinats qui débordent et qui n'ont plus de place, simplement parce qu'une jeune fille se retrouve enceinte, que sa famille la rejette, qu'elle risque la prison, et qu'en plus de cela, l'avortement est interdit. Donc c'est quand même, c'est très violent. C'est bien de rappeler justement ces chiffres-là. Alors récemment, il y a Chachina qui est décédée, qui faisait partie des personnes considérées comme qui faisait partie des personnes de pro. Pour revenir sur elle, c'est un parcours très long, mais ce qu'on a souvent retenu, c'est son engagement auprès des mères célibataires qui sont justement accueillies par son centre Encore en Corse, Solidarité féminine. Et il y a cette question finalement aussi de l'avortement, de ces questions de ce que la sexualité peut entraîner, est-ce qu'elle amène. Ces questions-là, Betty, sont constamment aussi dans le cœur de ton travail et de ton engagement. Et on le voit souvent, que ce soit dans le cas de l'avortement que tu documentes ou l'avortement que tu défends. Comment on est sur une question qui est vraiment une question très tendue, c'est l'une des questions les plus tendues. Comment on s'intéresse à cette question, comment on la vit et comment on milite peut-être contre ces détraqueurs finalement? C'est très compliqué et je vais parler en mon nom puis au nom du mouvement de Mali. Comme je disais tout à l'heure, donc nous c'est vraiment les droits sexuels et reproductifs, c'est un package, hein, donc voilà, donc c'est vraiment les droits sexuels, c'est-à-dire liberté sexuelle et les droits des personnes LGBT, et à côté de ça, donc en parallèle, c'est le droit à l'avortement. Et donc maintenant, c'est vrai, ces dernières années, on va dire, je sais pas, ces 5 dernières années, il commence à y avoir des associations, des collectifs qui parlent de ces questions-là. Mais je rappelle que nous étions vraiment seuls. Malheureusement, je mets quand même un bémol, je suis toujours très critique, c'est que sur ces questions-là, nous luttons pour le droit à l'avortement, c'est-à-dire le droit des femmes à disposer de leur corps, et nous avons mené plusieurs campagnes et plusieurs grandes actions qui ont aussi fait le buzz et choqué. Donc depuis quelques années, nous ne sommes pas seuls, et tant mieux, que le débat soit ouvert, que les médias commencent à en discuter, que certaines associations commencent à lutter également en faveur du droit à l'avortement. Sauf que notre lutte, comme je disais, c'est le droit des femmes à disposer de leur corps, donc c'est-à-dire le droit de toutes les femmes à disposer de leur corps, et donc c'est une liberté et qu'il n'y a pas à polémiquer, à débattre sur ces questions-là, et qu'on parle bien du droit de l'interruption volontaire de grossesse, donc c'est-à-dire la liberté des femmes, le droit d'une femme, en tout cas enceinte, et sa liberté d'avorter. Or, actuellement au Maroc, et je tiens à le préciser parce que beaucoup de médias internationaux, mais aussi nationaux, ne comprennent pas le sujet, le droit à l'avortement au Maroc, en 2022, ce n'est pas un débat. Il n'y est pas question du tout de droit à l'avortement. En fait, au Maroc, actuellement, les associations et le politique qui discutent de ce sujet, il s'agit vraiment d'une interruption médicale de grossesse. Donc, c'est-à-dire dans des cas particuliers. Il n'est pas du tout question de
du droit des femmes à disposer de leur corps et donc du droit à l'avortement pour toutes. Donc voilà, ça je tenais à le dire, parce que du coup, on se retrouve vraiment seul, encore une fois, même en 2022, par rapport à cette question. Et finalement, je n'ai pas dit dire le terme dégâts, mais les conséquences qu'il y a. Vous évoquez justement les enfants. Moi, je pense à cette association et je pense à Tazanine, par exemple. Juste à préciser quand même une chose, oui, parce qu'il n'y a pas d'enfants quand on parle d'avortement. Exactement. C'est très important. Quand on parle de droit à l'avortement, il n'est pas question d'enfants. Et c'est sinon... c'est une autre problématique. Mais justement, la question finalement de cette question des corps féminins gérés aussi par l'État ou gérés par l'État qui est forcément très masculin, forcément. Et la question des enfants, il y a l'exemple de Tazanine, une directrice à laquelle je salue, qui dit justement que ce sont finalement des conséquences de plein de différentes imbrications, que ce soit l'impossibilité d'interrompre sa grossesse, que ce soit les tabous familiaux qui finissent par jouer leur rôle, et surtout la question du religieux. Dans votre documentaire, on voit aussi le religieux, alors on le voit en filature de temps en temps. Je me suis posé beaucoup la question de pourquoi avoir commencé justement le documentaire au niveau d'une mosquée, si je ne me trompe pas. Au début, ça commence par le journaliste qui dit que le documentaire va commencer et présente votre documentaire. On commence au niveau d'une mosquée. Et puis après, dans le discours des jeunes et de la jeunesse qui est interrogée, on voit clairement la musique du religieux, parfois que ce soit la mère qui l'évoque directement ou par les jeunes eux-mêmes. Comment vous avez constaté cette présence du religieux dans le discours des jeunes que vous avez interviewés? Je pense, alors dans le documentaire, en fait, le religieux n'est pas montré explicitement, c'est-à-dire qu'on n'a pas interviewé ni d'imams ou qui se justifieraient, par exemple, sur leur point de vue sur la sexualité, mais effectivement, on la sent partout. On la sent dans le discours parce qu'elle est totalement imbriquée avec la culture. De toute façon, je pense qu'on ne peut pas séparer culture et religion. Là, la religion, elle est là à chaque mot prononcé sur la sexualité. Par exemple, sur l'homosexualité, il suffit de tendre le micro dans la rue. 90% des Tunisiens que j'ai interviewés et des Marocains sont contre, en tout cas, une légalisation de l'homosexualité, une dépénalisation de l'homosexualité. Et on sent que c'est presque un réflexe qui est pratiquement dans l'ADN, ce qui n'est évidemment pas le cas. Mais là, le discours religieux est très, très fort sur la condamnation de l'homosexualité. Après, on la sent dans, effectivement, encore ce côté assez traditionnel, l'importance du mariage, qui reste quand même l'événement d'une vie et la chose vers laquelle on tend, en étant vierge si possible. Donc, on la sent en permanence, même sans la montrer, elle est là. Et puis après, tout simplement, dès qu'on milite pour la dépénalisation de l'homosexualité, mais pour que les relations sexuelles hors mariage soient autorisées, on peut être menacé de mort. C'est-à-dire que les sexologues, une islamologue qui travaille sur la sexualité en Tunisie et que j'ai interviewée, est en permanence menacée de mort. C'est-à-dire que c'est des sujets qui restent quand même extrêmement sensibles. Donc la religion est effectivement, ça serait très hypocrite de dire que la religion n'a rien à voir là-dedans. À mon avis, c'est le problème numéro un, d'ailleurs. Je tiens à me préciser, parce que je ne l'ai pas dit, que notre Mouvement Mali, est un mouvement laïque et que c'est aussi ce qui nous ostracise, parce que nous mettons vraiment la question du religieux de côté, puisque notre lutte est en faveur des droits humains et / droits des femmes. Donc voilà, donc du coup c'est très important, parce que du coup la religion n'a pas du tout sa place en politique et dans la lutte pour les droits humains, qui sont donc, les droits sexuels et reproductifs, qui sont des droits fondamentaux. Mais je voulais rebondir sur le fait qu'effectivement, du coup, les menaces de mort, les menaces de viol, ça j'ai malheureusement beaucoup connu. Et c'était beaucoup par rapport à cette question. Alors, il y a la liberté de conscience qui est la base pour nous dans notre mouvement de toutes les autres, qui est le pilier des autres libertés individuelles, comme je viens de l'expliquer, parce que du coup, c'est la liberté de religion et la liberté de croyance. Donc, j'ai eu évidemment des menaces et j'ai été victime de cyberviolence, etc., par rapport à la question de la liberté de conscience. Mais ça a été énormément, surtout
lorsque nous avons mené des campagnes autour de ces questions de droits sexuels et reproductifs, ou lorsque j'ai donné beaucoup d'interviews, etc., autour de ces questions. Mais malheureusement, il n'y a pas que des personnes lambda, puisque les autorités également m'ont poursuivi à plusieurs reprises. Je suis passée par la case garde à vue, j'ai eu des procès. Donc le dernier en date, je l'ai quand même gagné, mais donc je suis contente. Enfin, j'ai été acquittée en octobre dernier. Et donc c'est vrai que c'est très compliqué et je ne jette pas la pierre aux militants et aux militantes dans cette région qui luttent cachés. Je ne demande pas aux gens d'être suicidaires comme je peux l'être, mais en tout cas, c'est une réalité, c'est qu'il y a énormément de personnes sensibles à ces causes-là, mais qui, malheureusement, ne peuvent pas s'engager, et encore moins à visage découvert. Je rebondis juste sur la question du droit à l'avortement, parce que je fais encore quelque chose de risqué, je ne m'arrête jamais. Nous accompagnons les femmes qui souhaitent mettre fin à une grossesse non désirée depuis 10 ans maintenant au Maroc, avec la méthode de l'avortement médicamenteux. Et je le fais donc moi-même à visage complètement découvert et sans souci. Et c'est vrai que ça encore, c'est une question où plusieurs associations ou même plusieurs féministes indépendantes qui ne sont pas affiliées à une association ou à un collectif n'osent pas passer le cap et accompagner des femmes qui souhaitent avorter. Donc encore une fois, même par rapport à cette question-là, parce qu'on parlait donc du contrôle du corps des femmes, donc du corps et des sexualités des femmes, c'est encore un sujet très complexe parce qu'on se retrouve, nous, complètement démunis. D'abord, nous ne sommes pas une association, nous sommes juste un mouvement. Donc, c'est vraiment un petit groupe, on se débrouille, on bricole. En fait, ça fait 13 ans qu'on bricole. Et pour l'avoir vu, c'était très impressionnant. C'est dans le livre. C'est dans le livre, parce qu'il y a un chapitre qui est consacré au combat de Betty. Et pour l'avoir filmé et vu, on avait l'impression d'être... Alors, on n'était pas nés encore, surtout pas vous, dans les années 50 en France, c'est-à-dire qu'avant que l'avortement soit légalisé, Betty avait reçu un coup de fil d'une jeune fille c'était par message. Par oui, message, c'est les réseaux sociaux. Qui était venue avec son amie, elle s'était donné rendez-vous, elle était très anxieuse, elles sont allées dans un lieu un peu neutre, vraiment caché des regards, elle posait plein de questions, Betty lui a donné le médicament. Alors ça, c'est ma casquette aussi qui permet d'avorter, mais c'était impressionnant comme rendez-vous parce qu'on sentait toute la peur de cette jeune fille sur ses épaules qui avait fait 4 heures, je crois, de car pour venir, qui allait repartir, qui en plus ne savait pas comment ça allait se passer, ça aurait pu aussi se passer assez mal ou en tout cas d'une façon très douloureuse. Elle venait en cachette, c'était une jeune fille moderne, pas du tout voilée, très moderne, qui étudiait l'art, je crois. Et pourtant qui avait peur de dire à sa famille qu'elle était enceinte en fait. Toutes les jeunes femmes, les femmes qu'on rencontre, déjà il y a beaucoup de femmes mariées, contrairement à ce qu'on croit. C'est pour ça qu'il faut être sur le terrain parce que j'entends tout et n'importe quoi à chaque fois. Mais il y a beaucoup de femmes mariées. Mais toujours est-il, c'est très complexe parce que effectivement nous n'avons ni les moyens financiers, ni les moyens humains, ni les moyens logistiques. Et que malheureusement, les gens ne comprennent pas. Les femmes aussi qui sont dans une détresse telle, et, qui ne comprennent pas comment parfois on n'arrive pas à répondre à temps aux messages. Il faut qu'on se débrouille pour avoir ces médicaments-là. Il faut qu'on trouve les moyens d'abord de les acheter, de les acheter à l'étranger, de les ramener, c'est aussi un risque. Et donc on n'en a pas tant que ça. Donc parfois, en plus il y a eu Covid, etc. Et donc et c'est vrai que c'est triste et malheureux de voir, et encore une fois, je ne jette vraiment pas la pierre aux féministes, aux autres féministes, mais c'est triste parce qu'effectivement, c'est très risqué. Moi, ça fait partie de mon activisme de prendre des risques et je risque jusqu'à 5 ans de prison, peut-être même 10 avec ce que je fais et j'en parle partout, j'en parle dans tous les médias et j'en parle encore ce soir. Mais c'est vrai que du coup, on se retrouve dans un système complètement patriarcal et dominé par les hommes, et ce sont les hommes qui prennent des décisions. Pour la question d'avortement au Maroc, il y a un projet donc de loi
qui est dans les tiroirs, mais qui est pour l'interruption médicale de grossesse, encore une fois. Et ce sont que des hommes, en fait. Il n'y a eu que des hommes sur ce projet de loi. Il y a eu 0 femmes. Donc c'est quand même problématique. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, vu que du coup, vous lirez le livre, enfin vous le feuilletterez, mais vous pouvez le trouver en ligne. Cette question aussi du mythe de la virginité, être vierge, etc., mythe de l'hymen, parce que ça ne veut rien dire, il y a des femmes qui n'ont pas d'hymen, blablabla, ce sont aussi des hommes. Donc que ce soit la question de la reconstruction de l'hymen, par exemple, etc., ou de l'avortement chirurgical, du coup, qui se passe en cabinet ou en clinique, l'écrasante, je suis sur le terrain depuis très longtemps, reste des hommes. Ce sont des hommes. Bien sûr. Donc ce sont vraiment des hommes encore qui profitent de ces lois et de ces pratiques, ces lois liberticides, de la détresse de ces femmes pour, ça en devient un business. Donc vraiment, les gynécologues dans cette région, en tout cas tous les témoignages qu'on a, c'est, moi je dirais, 98% d'hommes. C'est quand même énorme. C'est assez énorme et ça revient justement à toutes ces questions on a parlé justement de vivre l'intime, de le documenter. Là, on vient de parler de ses conséquences, des débats politiques qui s'y immiscent. Il y a aussi la question du judiciaire et de comment dépasser les questions, finalement. C'est le dernier point justement de cette controverse. Comment on inscrit le droit, comment on le combat, est-ce qu'il faut l'inscrire, est-ce qu'il faut le changer, est-ce qu'il faut le dépénaliser. C'est des questions qui traversent finalement tous ces enjeux qu'on évoque. Je vais reprendre les mots de Ahmed, qui est un activiste LGBT à Alger même, et qui disait que justement dans sa pensée à lui, la question c'est un peu comme une casbah où en fait les murs sont l'opinion et on est prisonnier à l'intérieur. Cette jolie métaphore, c'est aussi celle que reprend Mariam Gamar, qui est présidente de Kasbat Telfin, un mouvement qui travaille sur les questions d'élimination justement des violences faites aux personnes queer et aux femmes particulièrement. On remarque souvent que il y a beaucoup d'initiatives qui sont apportées par des personnes trans. Alors, pour ne citer qu'elle ou Meima dans Nassaouyet, Aqaliyat, Transat, Tanit, tous ces mouvements-là qui existent au Maroc, en plus de Demj, dont on parlait, de Maoujoudine en Tunisie, Elouane pour la question de l'Algérie, sont des exemples de comment continuer le combat, mais qui se posent finalement la question de comment le faire. Je vais me retourner vers toi, Monia. Le transgressif, finalement, c'est aussi un vecteur d'infrapolitique, c'est-à-dire cette capacité à inventer, à recréer et à rendre possible le changement en jouant des règles et des fils qui existent. L'exemple de Salima Marie qui en parlait dans Lesbiennes de l'immigration à Bir Krefa sur les recompositions militantes, ou encore la question de Messed aussi. Et je vais te poser une deuxième question par rapport à ça. Il y a cette question de comment on milite et quelle résistance on peut constater au Maghreb et en dehors du Maghreb sur la question de la sexualité. Finalement, quelles sont les résistances et comment la question de classe aussi joue un rôle finalement dans les résistances à ces violences soit sociales, soit étatiques? Alors, la violence, elle est multiforme à mon avis. Elle est multiforme dans le sens, c'est une violence institutionnelle d'abord. À la limite, je dirais, c'est une violence légale, entre guillemets. Hein, je mets le terme entre guillemets. Mais aussi et surtout, c'est aussi une violence sociale, parce que ces gens-là. Indépendamment de l'existence du code pénal, de la norme juridique, de la norme religieuse, etc., ils sont confrontés tous les jours dans le cadre de toute forme d'interaction sociale qui se fait, il y a des croisements, des rencontres. Une personne trans, elle a besoin de renouveler sa carte d'identité, par exemple. Et ces cas-là, ils sont très, très fréquents. Il y a une autre forme de violence. Je parlerai, par exemple, encore sociale. Des femmes lesbiennes, dans la configuration corporelle, est plutôt de tendance masculine. C'est juste terrible. C'est juste terrible. Le cas s'est passé devant moi. On était en plein centre-ville. J'étais accompagnée par une jeune femme, une jeune femme lesbienne de tendance masculine. Il est tout à fait vrai. Et il y avait 2 autres femmes qui passaient et elles regardaient cette jeune femme en disant c'est une femme ou c'est un homme. Et bien sûr, on a entendu le message.
On a entendu enfin, la formulation, la phrase, mais aussi le message qui est derrière, qui est extrêmement, extrêmement violent. Personnellement, je ne savais plus quoi faire, quoi dire, comment réagir à côté de cette jeune fille lesbienne, mais elle a répondu avec le sourire. C'était un peu inimaginable pour moi, inattendu, c'était très discret. Le sourire, voilà. Et puis voilà, tout un débat qui s'est lancé, mais à côté de ces petites interventions, là, aux petites réalités qui se font sur le tas, comme ça, il est vrai qu'il y a toute une forme de résistance, comme tu viens de le dire, infrapolitique. Et je parle tout particulièrement de la Tunisie et du Maroc, parce que c'est là qu'on voit beaucoup plus de choses qu'ailleurs, peut-être avec des degrés plus ou moins élevés entre la Tunisie et le Maroc, et là où les pratiques artistiques sont très, très présentes. Par exemple, l'association Chouf, c'est le festival d'art féministe qui vraiment prend une ampleur, qui a pris une ampleur considérable pendant 4 ou 5 ans. Il a commencé par un jour, un festival qui s'étale sur un jour, il s'est terminé par un festival qui s'étale sur 4 jours et qui est devenu international. Ensuite, il y a le festival du film queer organisé par Mawjoudine. C'est aussi 4 jours de festival, là où on voit plein de choses. Mais c'est un festival qui est réservé aux pays du Sud. Donc, c'est la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Libye, le Pakistan, etc., etc. La Jordanie. Exactement. Donc, tous les pays du Sud. C'est réservé uniquement aux pays du Sud. Les pays du Nord, ils sont invités à assister juste pour être là, si ça les intéresse, sans plus. Mais c'est un festival qui est fondé spécialement pour donner de la visibilité aux artistes queer et aux personnages queer, mais aussi aux histoires queer qui ont lieu dans la région. Autre chose, le cabaret Chichat au Maroc, c'est juste quelque chose de magnifique qui a lieu comme ça, des soirées toutes sympas, toutes mignonnes, avec toute une panoplie d'hommes et de femmes qui se travestissent, bien habillés, bien maquillés, bien fardés. Et ça, c'est un spectacle qui a quand même qui a beaucoup de visibilité, et je considère que c'est une forme de résistance infrapolitique. Donc il y a un texte caché, qui passe à travers la visibilité d'une forme de sexualité dite non normative au Maroc. Donc contre toutes les formes de violence, qu'elles soient institutionnelles, culturelles, sociales, etc., il y a toujours, et c'est ça ce qui me réjouit le plus, il y a ces formes de résistance qui prennent place, qu'elles soient individuelles ou collectives. Je pense par exemple au clown activisme. Toutes les manifs, la majorité des manifs qui ont lieu en Tunisie, il y a toujours une personne qui joue le rôle, qui joue le personnage, pas le rôle, qui joue le personnage du clown avec une perruque arc-en-ciel. Et donc elle attire, ce n'est plus le nez rouge et le maquillage du visage, c'est plutôt la perruque en arc-en-ciel qui attire l'attention, voilà, et qui attire le regard surtout, qui attire l'attention et le regard sur cette personne-là. Et puis toutes ces personnes LGBT qu'elles adhèrent aux différentes associations ou pas, elles participent aux manifs dans l'espace public. Elles portent leur slogan, elles portent leur carton. Voilà, donc il y a ils participent, il et elle participent à la dynamique des mouvements sociaux, à la dynamique sociale, avec l'espoir de pouvoir changer le juridique surtout, et avec l'espoir de changer cette norme. Le changement de la norme, c'est la rendre plus acceptable, plus accessible. Malheureusement, dans les pays du Maghreb,
on s'intéresse très peu au juridique et ce qui pèse le plus, c'est le religieux. Vous l'avez dit tout à l'heure, quand on pose la question à M. Lambda, que pensez-vous de l'homosexualité? Il ne va pas dire ah non, c'est illégal, ah non, c'est haram. Haram, c'est illicite. Voilà, c'est le mot d'ordre qui sort en premier. Voilà. Oui, il y a le haram, Hchouma Hachak, pour reprendre la petite dayade que j'aime bien citer. Il y a aussi la question finalement, vous avez souligné tout à l'heure sur la question du juridique, il demeure que pour les lois qui sont les articles, que ce soit le 489, le 333 si je ne me trompe pas en Algérie, ou d'autres, le 230 oui, en Tunisie, il y en a d'autres aussi, 540 en Mauritanie, on pourrait continuer, la liste est longue. Il y a beaucoup de ces articles émanent finalement d'une écriture qui vient parfois de la colonisation, parfois d'une recontextualisation, parfois d'une réécriture. Je vais me tourner vers Betty. On avait beaucoup discuté de la place finalement de ces courants occidentaux finalement dans le militantisme, que ce soit pour répondre, que ce soit pour aider dans la lutte, soit pour finalement ça s'octroyer toute la parole. Certains vous diront, et je reprends aussi les mots, que ce soit de Massad, Joseph Massad, ou de militants dans les collectifs, il y a des lois qui sont écrites en temps de colonisation, qui sont réifiées par des questions de religieux, qui sont appuyées par le religieux, puis par la tradition, parce que ça en fait partie. Et il y a de l'autre côté des médias qui vont parfois jouer à contresens de ce qu'on voudrait obtenir dans une cause. Comment on jongle entre tous cette présence en fait? Il y a beaucoup de questions dans ta question. Justement. Non, moi, je sais pas, j'aimerais donner quelques exemples, mais alors déjà, je voulais parler de la question de la transidentité. Parce que dans les pays dont on parle là, donc ce soir, Maroc et ailleurs, mais je dis Maroc parce que tu as évoqué les dernières affaires, malheureusement, les violences subies. Mais en fait, il y a un amalgame entre homosexualité et transidentité. Donc on le voit aussi bien... c'est vraiment dans l'opinion publique, on le voit malheureusement dans ces violences-là et aussi dans l'application de la loi. Donc en fait, la question de transidentité est vraiment incomprise et donc en fait, on réduit les personnes transgenres à des, du coup, je vais utiliser les termes, voilà, à des PD, à des gouines, etc. Et ça, c'est très compliqué à faire. En tout cas, nous, quand on fait des activités, etc., quand on essaie de parler, on fait beaucoup d'éducation populaire, donc c'est encore plus complexe. C'est quelque chose qui est totalement incomprise. Et certaines personnes qu'on accompagne ou qu'on a accompagnées, les personnes transgenres ont été emprisonnées sous le coup de l'article 489. Parce que si, en fait, il y a quand même, pour reprendre les mots de Rally aussi, qui en parlait très bien, qui explique aussi que la question juridique sur la question de la transidentité et de l'expression trans n'est pas totalement... c'est un absent aussi. C'est un vide juridique. C'est un vide juridique. Tout à fait. Et que ça joue un rôle finalement dans déjà la construction compliquée que certains peuvent avoir dans leur parcours trans, c'est-à-dire de se trouver, et en plus de la possibilité finalement à savoir ce qu'il advient aussi sur le code juridique, même si, attention, on peut utiliser d'autres articles, comme c'est très bien fait en Égypte, pour finalement emprisonner les personnes. Et au Maroc, on fait très bien avec la débauche, la prostitution, l'attentat à la pudeur. Tout à fait. Mais c'est juste, en tout cas, pour insister sur le fait que il y a tout un amalgame qui est fait sur transidentité, entre transidentité et orientation sexuelle. Et justement, les dernières violences, on entend souvent donc, les agresseurs injurier, du coup, insulter de PD, etc., les personnes transgenres. En tout cas, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux médias, moi, j'ai un exemple de médias. Il y en a eu plusieurs, mais j'en garde un, vraiment. On ne sait pas trop, les médias étrangers, quels sont les messages qu'ils veulent faire passer. Parce que nous avions dénoncé, Mali avait dénoncé souvent, Mali a été un peu lanceur d'alerte comme mouvement, la violence homophobe qui avait eu lieu en 2016 à Beni Mellal. Donc voilà, où un couple d'homosexuels
pourtant dans un appartement, donc dans un endroit clos, eh ben, a été agressée dans l'enceinte de l'appartement. Donc on a défoncé la porte et il y a eu tout un groupe qui a agressé ces deux hommes et, violemment. Et puis donc il y avait du sang, etc. Et en plus on les a jetés dehors tout nus. Voilà, donc nous avions alerté sur cette affaire. Donc évidemment ça avait fait grand bruit à l'international. Tant mieux, quelque part, parce que voilà, ça fait passer des messages, etc. Parce que souvent, le Maroc, on a tendance à croire qu'il y a plus de liberté que dans les pays voisins, etc. Donc, en tout cas, ça avait fait grand bruit. Donc, plusieurs médias se sont déplacés au Maroc et j'avais accepté de participer à certains reportages, voilà, j'ai répondu à certaines interviews. Et à l'époque, c'était Canal+, pour ne pas le citer. Et en fait, donc, du coup, voilà, l'équipe a fait son travail qui était de parler de cette affaire, etc. Et puis, j'ai été aussi interviewée pour dénoncer tout ce qui se passe, pour dénoncer l'homophobie qui existe, l'homophobie des médias, l'homophobie sociétale, etc. Dénoncer et condamner les articles liberticides du Code pénal. Et en fait, quand il y a eu le reportage... Il faut le voir parce qu'il faut le voir pour le croire. Quand le reportage est donc passé sur Canal+, mais alors là, c'était... je ne sais même pas comment le dire, mais bon, d'abord, on a enlevé tout mon passage, comme ça, c'était clair. Et en fait, c'était hyper colonialiste, quoi. En fait, c'était les messages, c'était vraiment, ça décrivait une société complètement barbare, homophobe dans son intégralité, que ce pauvre couple qui a été lynché a été complètement abandonné à son sort, qu'il n'y a eu aucun soutien. Enfin, c'était quand même assez hallucinant, quoi. Et alors que, il y avait quand même donc un passage où j'expliquais le travail de Mali, donc c'était bien qu'on était là, que c'était quand même Mali qui avait fait un communiqué de presse, donc voilà, et surtout qu'entre-temps, il y a eu aussi des pétitions, il y a eu d'autres associations qui ont dénoncé et condamné cette violence, mais voilà, donc là, non, dans le reportage, on avait l'impression que ça n'existait pas, quoi. Et c'est aussi une question qui c'est visible à certains moments quand il y a des couvertures avec parfois des mots qui sont choisis, qui ne sont pas forcément les bons mots. Je parle souvent des questions dans les questions trans, souvent quand il y a des écueils, parfois il y a des mots transsexuels ou de transgenre. Il y a déjà ces écueils-là qui existent de par nature, de vocabulaire. Puis il y a aussi l'essentialisation finalement et le côté misérabiliste aussi qu'on peut retrouver de temps en temps. Et justement, ce qui est, pour revenir vers vous, Monia, justement dans la transgression de la norme, il y a finalement dans ces collectifs, ces personnes qui militent contre une norme, on les prend parfois comme les militants d'une autre norme, par exemple de la norme occidentale. On entend beaucoup parler de ça. Comment on observe ça? Est-ce que finalement la transgression de la norme, de cette norme-là, est parfois vue comme une imposition d'une autre norme qui viendrait de l'Occident, qui est finalement un des arguments qui s'oppose, cette imposture occidentale finalement qu'on peut retrouver. Est-ce que vous la constatez et comment elle joue en défaveur finalement de la transgression de la norme première? Oui, merci beaucoup pour cette question, parce que ça me travaille tout le temps et je m'interroge moi-même qui travaille sur la question. C'est quelque chose qui m'interpelle d'une manière quasiment systématique. Comme si ces personnes LGBT, tunisiens, algériens, marocains n'ont pas le droit d'exister. Depuis Joseph Messaad qui parle de l'ILGA qui impose des normes, etc. Je vois par exemple en Turquie, là où l'homosexualité est légale depuis 1881, le problème est le même. Donc c'est un problème de rapport à la norme et c'est un problème d'occidentalisation aussi, du regard occidental qui est porté sur la chose. Et pourtant, il a été montré noir sur blanc par des travaux de terrain que l'identité gay, lesbienne, transgenre en Turquie, elle est plutôt hybride. Je voudrais simplement dire que tout ce beau monde est connecté, ils ne vivent pas, ils ne sont pas cloisonnés, ils ne sont pas enfermés, ils ne sont pas renfermés sur eux-mêmes, ils sont ouverts sur le monde, dans un monde qui est
entièrement connectés grâce à Internet aujourd'hui. Et donc, c'est un peu la culture monde. Sauf que dans cette culture monde, dans chaque contexte local, il y a absolument une touche qui donne de la couleur locale. Commençant par les différentes appellations. Les LGBT, d'accord, c'est un langage occidental qui est compris par tout le monde et du coup, ça facilite les échanges entre tout ce beau monde. Mais LGBT se traduit par d'autres termes au Maroc, par d'autres termes en Tunisie, par d'autres termes en Algérie. Voilà, dans les rapports des associations, les échanges avec les organismes internationaux, on n'utilise pas les termes locaux, mais on utilise plutôt le vocabulaire qui est compris à l'échelle internationale de la même manière pour ne pas rendre les choses compliquées. C'est pour dire que, en tout cas, quand je lis, par exemple, une certaine littérature qui est sortie, par exemple, en 2005-2006, une littérature qui est sortie en 2019-2020. On parle toujours de ces homosexuels dans le monde arabe, dans la région MENA, parce que le Maghreb est associé ou il est intégré à la région MENA, quoique moi je le distingue d'une certaine manière de la région MENA. Voilà, ces homosexuels, voilà, ils sont homosexuels parce que les femmes ne sont pas disponibles. Ils sont homosexuels parce qu'il y a une séparation entre les sexes, les hommes et les femmes. Ils sont homosexuels pour des raisons, voilà, des raisons que je trouve vraiment à la limite de l'absurde. On n'est pas encore en mesure de voir cette reconnaissance de la diversité sexuelle, cette existence de la diversité sexuelle dans la région Maghreb. Si moi je fais du terrain et que le jeune homme me parle, me dit moi je suis Tesha, Tesha qu'est-ce que ça veut dire? Je suis LGBT qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci, cela, je suis cisgenre, je suis... Donc c'est vraiment le vocabulaire, j'ai envie de dire, entre guillemets, international, qui est compris par tout le monde, qui est incorporé par tout le monde. Grâce à cette connexion, grâce à cette littérature, grâce à ces médias qui sont dans les différentes langues, qui sont accessibles, voilà. Donc, à mon sens, la question ne se pose pas de cette manière-là, mais plutôt comment la norme LGBT se décline à l'échelle locale, et c'est ça le travail, enfin pour moi en tout cas en tant que chercheur, c'est ce que j'essaie de visibiliser ou de mettre en avant. Voilà comment se traduit ou se décline la notion ou la question LGBT à l'échelle du Maghreb, en Libye. Voilà comment on en parle en Libye, voilà comment on en parle au Maroc, comment on en parle en Tunisie, etc. etc. Et c'est toujours cette dimension culturelle, elle doit absolument et nécessairement émerger pour se distinguer du lot. Voilà. Mais en tout cas, les réalités sont là. Elles sont là, certes, mais d'une manière différente. Elles s'expriment d'une manière différente. Elles se déclinent d'une manière différente. Voilà. C'est vrai, il y a forcément un entre-deux entre Designer de Joseph Massad qui pense que tout est international et le contraire qui pense que tout est très local. En fait, il y a des hybridités, c'est très important de le rappeler. Et il y a pas mal de projets qui le prouvent, que ce soit la cinématographie en Tunisie, que ce soit l'ouvrage que moi j'ai dans les mains, L'amour fait la loi, qui est édité justement au Maroc avec plusieurs personnalités et personnes LGBT queer du Maroc. Je le rappelle, il y a beaucoup de présence aussi de personnes trans parce qu'elles ont toujours été là et qu'elles sont parfois même le flambeau de certaines luttes au Maroc aussi. Et aussi d'autres écrits en Algérie. Je vais finir par une dernière question pour toi, avant de passer aux questions qu'on a notées et d'autres questions qui sont peut-être dans la salle. Je voulais juste rebondir pour dire que de toute façon, l'accusation de toutes les luttes, en tout cas, on est toujours accusé d'être occidentalisé, que c'est occidental. Enfin, quoi qu'on pense, quelles que soient nos idéologies, quels que soient nos positionnements... Ça finira toujours par revenir. Voilà, ça, c'est toujours ça. C'est toujours, non, c'est occidental, etc. Voilà. Ça, c'est totalement vrai. Et du coup, sur le documentaire, vous l'évoquez, tout en fait, Monia, tu as utilisé le terme de connecter, Betty, tu as parlé d'Internet. Finalement, dans le documentaire, on sent aussi, alors on ne le voit pas
totalement, mais on sent le début aussi de cette importance du cyber. C'est vraiment un troisième lieu d'expression, un troisième lieu de résistance, un troisième lieu de diffusion, de dissémination, et parfois même un lieu de construction. Pour Ali, personne trans qui en parle très très bien, c'est finalement un espace d'expression. Pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous laisse découvrir le podcast Le Queer est à venir, où on revient justement avec plusieurs personnalités sur les questions LGBT en Afrique du Nord essentiellement, et la question du cyber est très présente. Dans le documentaire, on entend que certains se sont rencontrés sur Facebook, on entend que d'autres continuent de se parler, que certains se passent des informations à travers ça. S'il y avait un nouveau documentaire à faire avec la même thématique, comment vous l'approcheriez maintenant avec la distance et l'essor finalement de ces technologies qui jouent un rôle très très important dans les rencontres, dans les résistances et dans la continuité finalement de cette transgression de la norme? Peut-être surtout que je montrerai que ça va quand même de mieux en mieux. Là, on a parlé de choses assez difficiles, assez violentes, mais effectivement, la jeunesse est connectée, la jeunesse a envie de liberté, elle se parle. Quand il y a des victoires, comme grâce à des associations comme Mali, ça se sait. Quand il y a des agressions violentes, elles sont médiatisées, alors peut-être parfois maladroitement, mais c'est utile, c'est important. Parce que ça serait un silence, ça serait très coupable de passer ça sous silence. Là, en ce moment, l'actualité résonne en Iran, aussi d'ailleurs pour des questions de contrôle du corps des femmes, et on n'en parle pas assez d'ailleurs, à mon avis. Donc, si je devais refaire un documentaire, je montrerais qu'il y a de plus en plus de victoires. Finalement, ce qui bouge un peu moins, c'est effectivement au niveau législatif, c'est au niveau de l'État. Mais grâce effectivement aux connexions, au fait que les jeunes se parlent, peuvent aussi se rencontrer grâce aux applications de rencontres. C'est important, le faire discrètement, mais ils le font quand même. Je montrerai ça, que la révolution sexuelle, elle est en mouvement. Et ça va de mieux en mieux, je trouve. Je poserai du coup la même question, forcément à toi, Betty. C'est ton cheval de bataille aussi. Je mentirais en disant qu'il n'y a pas besoin de réseaux sociaux, puisque Mali a existé grâce à Facebook, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas encore ni Instagram, ni tout ça, et c'était le tout début de Facebook au Maroc. Et il n'y avait pas encore les pages et tout, hein, c'était des groupes. Donc du coup, c'était un groupe Facebook Mali. Et effectivement, voilà, donc c'était d'ailleurs la première fois dans la région qu'un groupe passait du virtuel au réel, puisque voilà, là, on a fait la première action 2 semaines après la création du mouvement. Et alors, bien que je sois un peu nulle, hein, tu le sais d'ailleurs, au niveau des réseaux sociaux, j'essaye Instagram, c'est une catastrophe. Mais en tout cas, c'est important pour nous, par exemple, quand les personnes en souffrance, les minorités, que ce soit minorités religieuses, ou les personnes LGBT, etc., on nous contacte via les réseaux sociaux. D'abord parce que nous ne sommes pas une association et donc on n'a pas ni de local, ni de numéro ni de téléphone. Et du coup, c'est comme ça que depuis quand même 13 ans, nous arrivons à accompagner les personnes qui en ont besoin et qui sont en demande. Et nous accompagnons beaucoup les personnes LGBT, notamment dans leur demande d'asile. Donc je le dis et je le redis, parce que souvent c'est très tabou et il ne faut pas en parler, etc. Mais voilà, donc c'est comme ça que les personnes nous contactent, et les femmes qui souhaitent mettre fin à une grossesse non désirée, mais pas que, malheureusement, les femmes victimes de violences, etc. Donc moi, vraiment, j'utilise cet outil aussi beaucoup par rapport à l'accompagnement, et voilà, la prise de contact, comment les personnes nous retrouvent et nous contactent. Et après, je rebondis effectivement, quand on a fait des campagnes et des actions, c'est quand même les réseaux sociaux aussi qui ont permis voilà, que ça se sache et de pouvoir faire passer aussi nos messages via les réseaux. C'est un canal complètement différent. Oui, c'est un canal complètement différent. Ça a aidé aussi, par exemple, Nassawiyat à faire des collectes de dons par rapport au fonds Salah Hegazi pour aider les personnes LGBT et les droits d'asile. On salue leur travail. Il y a aussi plein d'autres exemples qui montrent que finalement, l'Internet, l'utilisation des réseaux sociaux joue un rôle finalement dans cette utilisation, dans cette
prolifération, dans cette dissémination, et dans finalement trouver un espace d'entre-deux, entre violence sociale, État et contrôle, qui parfois déroge aux règles, parfois se retrouve soumis aux règles. D'autres exemples, on ne peut pas ne pas penser à Sarah Ben Moussa et Hachak, qui fait du travail sur Instagram, sur les questions de sexualité et surtout les tabous des règles au Maroc. Pardon. Dernière question qui est un peu la même pour toi, Monia, justement. On parle de, si je me souviens bien, dans la crise de la culture, Hannah Arendt parle de l'exemple de l'existence qui est en fait une apparence et qui permet de montrer finalement qu'on existe, qu'on continue. Est-ce que ces réseaux sociaux, brièvement, jouent pas aussi ce rôle finalement de transgresser la norme, mais aussi prouver finalement que la norme existe uniquement parce qu'on la maintient et qu'en fait il y a d'autres normes en fait qui devraient l'être aussi à travers l'utilisation des réseaux sociaux? Effectivement, en tout cas, les réseaux sociaux, ils ont participé activement à la visibilité des questions de sexualité, notamment les questions LGBT, mais pas que. Mais il faut en faire un bon usage. Il faut en faire un bon usage. Et les réseaux ont quand même aidé à... Moi, personnellement, quand je regarde un petit peu les commentaires au-dessus d'un événement, au-dessus d'une campagne, au-dessus de choses comme ça me permet de lire aussi que, voilà, les normes sociales, elles sont là et que comment les franchir, comment faire pour les franchir, comment créer la frontière, comment briser plutôt la frontière pour passer de l'autre côté de la barrière. Et je ne peux pas nier l'apport des réseaux sociaux pour défoncer la norme déjà et créer une autre norme, au moins au niveau de la norme, créer la norme de l'échange et de la discussion autour de la question. Zeynep Faseki, Moulena Chev, Mika Gagné, Betty Lashgar, merci à toutes d'avoir répondu aux questions de Society. On va passer aux questions du public. Je voudrais juste vous joindre à moi pour remercier aussi l'équipe de l'IREMO. Je vois ici Joanne qui est devant moi et Gianni et tous les autres. Et remercier nos intervenants dans un premier temps. Merci beaucoup d'avoir parti de cette table ronde. C'était un plaisir de la modérer. On va passer aux questions du public. Et les questions qu'on a notées aussi du public qui est en ligne. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Pas toutes et tous en même temps. Moi, j'en ai aussi ici qui ont été posées en amont. Donc, c'est juste... Et oui, et les personnes qui sont en ligne aussi. N'hésitez pas à écrire sur le canal. Je vois Haïfa. Bonjour. D'abord, je me présente, Lala Malkajiou. J'aurais voulu en fait aborder un point en fait qui était la dissociation sur le plan culturel et religieux. En fait, j'ai pensé en fait en vous écoutant, surtout Madame Lashgar, excusez-moi. Oui, Betty. Ça, ok, d'accord. Betty, c'est très bien. Ok, en vous écoutant, en fait, j'ai été assez intéressée de la façon où vous dissociez en fait vraiment la culture de la religion. Et en fait, j'ai pensé à quelque chose étant moi-même en fait d'origine marocaine, ayant mes deux parents en fait qui sont tous les deux à Mazères. En fait, j'ai pensé en fait je me suis souvenu en fait d'un souvenir d'enfance dont mes parents me parlaient. C'était en fait les cérémonies de Moussem où en fait des unions saphiques et des unions en fait homosexuelles étaient célébrées. Et donc en fait, la question elle portait plus sur qu'en est-il en fait de ces moyens, non pas de résistance, mais de dissociation totale en fait de la religion qui est l'islam, avec des traditions en fait tout simplement païennes. En fait, c'est des traditions qui sont totalement détachées de la religion musulmane. Qu'en est-il en fait de votre opinion par rapport à ces moyens de transgression en fait de la norme juridique, sociale et en fait religieuse? Et qu'en est-il en fait de sa valeur en fait dans votre expérience en fait en tant que militante féministe et queer activiste? En fait, ma réponse, elle va être un peu assez simple. C'est-à-dire que quand nous luttons, comme je l'ai dit, de toute façon, la religion, elle est vraiment mise de côté. Donc, c'est un non-sujet, en fait. C'est vraiment, la religion, elle reste un choix. Donc, voilà. Donc, c'est une question purement privée. Et donc, quand nous luttons en faveur de l'ensemble des libertés individuelles et
et en faveur donc des droits sexuels et reproductifs, voilà, c'est notre sujet ce soir, nous ne prenons absolument pas en compte justement ni la religion, donc, qui est vraiment donc, une affaire privée, ni ce qui est culturel ou tradition, parce que sinon dans ce cas-là, on ne s'en sort pas. Donc du coup, nous c'est vraiment au niveau droits humains, le respect des droits humains, qui sont donc des droits fondamentaux et qui ne devraient pas connaître de frontières. Parce que justement, si on met en avant... on va dire, culture, tradition, etc., ça risque d'être un peu compliqué. En revanche, lorsque des personnes, et ça c'est aussi ma casquette psy, se présentent à nous et mettent en avant l'importance, en tout cas qu'elles ont par rapport à certains points culturels ou traditionnels, on les prend entièrement, évidemment, en compte. Mais ces deux choses, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, c'est deux choses complètement différentes. C'est-à-dire, il y a la lutte et il y a l'écoute et l'accompagnement des personnes. Et là, effectivement, on prend en compte la culture. Mais c'est quelque chose que je fais aussi dans mon travail. Je vais donner un exemple pour que ça soit plus clair. Mais par exemple, bon, voilà, je suis psy, donc s'il y a une personne que j'accompagne et que je dois aider, etc., et dans une équipe parfois pluridisciplinaire, parce que cette personne peut être accompagnée aussi par des psychiatres et autres corps de métier. Donc moi, ce que je sais, c'est comment je fais mon travail, comment je vais l'accompagner. Le psychiatre va donner des médicaments, etc. Si cette personne, elle vient et elle nous dit « Oui, mais moi, j'ai d'autres croyances qui sont le fki, le machin, je ne sais pas quoi. » Elle a d'autres rituels en parallèle qui sont culturels, etc. Très bien. Donc, notre rôle n'est pas de dire non, ça n'existe pas, ou ça, il ne faut pas le faire, ou ça, c'est du charlatanisme, ou que sais-je. Ça, on respecte les croyances des autres, mais en revanche, nous, on se base, là, par rapport à ma profession, donc voilà, il y a des choses psy, et quand ce sont des personnes que nous accompagnons, nous ne sommes pas là pour décrédibiliser ou dénigrer une appartenance culturelle, quelle qu'elle soit. Parce que ça arrive, ça arrive, pour être honnête, ça arrive quand même assez souvent. Donc on essaie aussi d'expliquer, c'est aussi notre devoir, d'expliquer que voilà, qu'on respecte ça, mais que voici la façon dont nous on voit les choses, comment on travaille et comment nous luttons. Moi, j'allais peut-être plus loin que Betty, qui parle de pragmatique. Je vais plus parler d'histoire, pour le coup. Sur ma recherche, en tout cas, moi, je établis très clairement que les premiers, en cherchant à faire une histoire du militantisme LGBT, ce qui était mon travail pour mon mémoire, je considère que les familles recomposées, que les musulmans, que tout ce que tu évoques, qui est lié finalement à la pratique, soit dans la culture amazigh, soit dans une culture mixte entre amazigh et arabe, et la première expression finalement de cette résistance LGBT. Parce que c'est l'existence c'est la recomposition de la famille, donc le besoin de retrouver une famille, les familles choisies, les chosen family, pour reprendre le terme anglais, et que cet exemple-là, les musulmans, qui, là, on jongle dans alors il y a un côté spirituel très présent, il y a un côté d'existence personnelle et d'existence dans la famille. Et c'est, pour moi, en tout cas, je le considère comme la première vague, finalement, du militantisme, parce que c'est le militantisme par l'existence de familles, et c'est même ces familles-là qui vont donner lieu, par exemple, à des personnes qui vont s'engager dans des associations. Avant, c'était souvent des associations féministes, un peu avec le modèle de Mernissi, et puis il y a aussi quelques-uns dans des associations sur le VIH. Je prends les mots de Soufiane Hennani, qui est fondateur de Machi Rojola, qui est un podcast qui parle des questions de masculinité, et qui a été repris aussi en Tunisie. Rojolia, je crois, s'appelle en Tunisie. Et il considère aussi ça comme finalement des formes de résistance première. Ah oui, mais c'est tout à fait vrai, parce que je ne l'ai pas dit, parce que je fais aussi de la recherche, ça c'est ma casquette, pareil, académie, et j'avais mené une recherche sur ces questions-là, sur la question vraiment de l'homosexualité, de l'homophobie, LGBT. En 2015, j'avais mené une recherche nationale sur ces questions, et je te rejoins, puisque j'avais une partie où effectivement j'évoquais le début de ces luttes et de ces résistances, et c'est souvent des moussem, etc. Donc c'est très intéressant et important de le rappeler, on oublie souvent. Je pense qu'il y a une question en ligne, et du coup la question c'est: bonsoir, j'ai une question qui porte sur le concept culturel de la chouma au Maroc. Pensez-vous qu'il s'agit d'un concept qui est en changement perpétuel, qui se redéfinit en continuité, ou s'il stagne dans le cadre socio-culturel marocain? Pensez-vous que la chouma est détrônable ou modifiable, si j'arrive à lire correctement? Je ne sais pas si Monia, Betty, qui veut prendre la question en première. Je vois comme...
Bah ouais, parce que la chouma, de toute façon, c'est pas comme Oui, Maroc. Hein. c'est pas comme Maroc. Non, c'est pas. C'est ça. Le concept Monia, tu veux peut-être commencer, puis Betty. Je ne pourrais pas m'aventurer sur le Maroc en présence de Betty, mais je pourrais renvoyer la personne qui a posé la question à deux références académiques qui traitent de la question. D'abord, alors, comment elle s'appelle? Mariam Chir, Les filles qui sortent. Et c'est sur la question de la prostitution au Maroc, là où la notion de chouma est très très présente dans le vécu des Marocaines, mais aussi la question de la chouma, mais aussi la question des mousses, justement dans la perspective culturelle. Dans le livre Être homosexuel au Maghreb, il y a un article qui parle du mousse de Lella Fatma, justement. Exactement. Et là où il développe, l'auteur qui est italien, qui a fait du terrain au Maroc, il a travaillé sur la question de la chouma et de la question de cette rencontre justement homosexuelle qui se fait à l'intérieur, enfin dans le cadre de ce rituel de la Fatma. Voilà. Avant de te lancer la question, je vais référer cette personne finalement à la personne qui a donné l'image de cette conférence, qui s'appelle Zeynep Fassiki, qui répondra justement dans un entretien que j'ai eu avec elle que déjà pour la détrôner, il faudrait déjà la nommer et la personnifier. Elle le fait dans ses BD, justement avec les caméras finalement qui représentent les gens, qui surveillent et qui fait partie de cette chouma. Betty, je te laisse compléter. La notion de chouma, malheureusement, elle est toujours là. Après, elle prend de différentes formes en fonction, effectivement, de l'évolution de la société et de l'évolution des mentalités. Donc, ce qui était chouma avant ne l'est peut-être plus maintenant. Et puis, il y a d'autres choses qui sont chouma qui ne le... Voilà, déjà, on va parler par exemple de la question LGBT qui était moins visible donc, il y a plusieurs années, plusieurs décennies. Donc peut-être qu'il n'y avait pas cette notion de chouma qui peut rentrer là en compte. En revanche, ce que je pourrais dire, c'est que rien de nouveau sous le soleil. Chouma, c'est encore un concept patriarcal. C'est complètement patriarcal et que, encore une fois, malheureusement, la plupart des personnes victimes de cette notion de chouma, ça reste les femmes pour contrôler, encore une fois, leur corps, leur sexualité, leur vie et leur destin, si on peut parler ainsi. Et donc voilà, donc c'est très compliqué. Et puis en plus, c'est devenu un tic langagier. Et moi, je travaille beaucoup sur le langage, beaucoup. Je fais vraiment attention aux mots et aux expressions qui sont utilisées. Puis on sait que les mots sont importants et les mots structurent justement la pensée et l'esprit. Et chouma, c'est un terme qui est utilisé au quotidien au Maroc. Ouais. Voilà, complètement banalisé et dans tous les milieux en fait. Et on ne se rend pas compte à quel point ça conditionne les enfants, particulièrement les petites filles, parce que vraiment, ça se dit comme ça tout le temps. Donc, c'est à chouma de faire ci, à chouma de faire ça. Il ne faut pas écarter les jambes, il ne faut pas ceci, il ne faut pas se mettre comme ça. Après l'adolescence, et j'en passe, et puis après l'âge adulte. Et donc, voilà, donc c'est intégré. C'est intégré. Et puis, pour moi, c'est vraiment un mot... Enfin, je suis allergique, en fait, à ce mot. C'est un mot à bannir et qui peut malheureusement entraîner des conséquences... grave et dramatique. On pense justement à Nouh Chouma, le conte tenu par un militant qui parle justement des conséquences finalement de Chouma. Il y avait la référence, parmi les références, il y a Rebucci, mais je ne pense pas que c'est celui dont on parle, c'est peut-être dans tes livres. Non, pas du tout. C'est un autre. Alors, il est aussi c'est un anthropologue qui a travaillé sur le Maroc et qui a fait quelques observations à Marrakech. Et il y a aussi Marien Gouillon pour Casablanca. La question qui est là. Oui, je vois. J'ai l'habitude en plus. Que pensez-vous des prises de position de certaines féministes maghrébines à propos de la réflexion chirurgicale d'hymen, estimant qu'il faut les défendre parce qu'elles sont tellement fréquentes qu'elles en viennent. Si tu descends un tout petit... Non, ça s'arrête là. Non, il y a la suite. Ah, qu'elles en viennent. Non, il faut monter. Ces opérations sont si répandues qu'elles dévalueraient la valeur du fétiche. N'est-ce pas aussi une façon de cautionner la règle patriarcale? Je pense que c'est pour toi, Betty. On n'a pas arrêté. De toute façon, à l'amie féministe maghrébine, mais on a eu ce problème en France. Voilà, donc du coup, je milite aussi en France parce que je vis en France et au Maroc.
Et donc voilà, il y a eu ce problème-là par rapport à cette question de pratique des tests de virginité en France. Alors en effet, en France, il n'y a pas, en Europe, mais là on va parler de la France, puisqu'on est en France, il n'y a pas de pratique des tests de virginité en tant que telle, donc il n'y a pas cette pratique barbare qui est assimilée à une torture et un viol, mais il y a... C'est très rare, mais je veux dire, en tout cas, la plupart des gynécologues le disent et l'affirment de façon décomplexée, émettent un certificat de virginité en faisant croire qu'un test a été effectué. Et donc là, il y avait eu carrément une tribune de gynécologues en France quand même, en 2021. Oui, c'est 2021 ou 2020, j'ai un doute. Et qui assumait clairement que c'était une façon de sauver ces femmes. Alors déjà, sauver, bon, c'est encore un truc patriarcal, nous n'avons pas besoin d'être sauvés, mais enfin bref. Et en plus, c'est violent, donc c'est-à-dire que c'est cautionner le fait qu'il y a des hommes et ou une famille qui n'accepteraient comme épouse cette femme que si elle est donc supposément vierge. Encore une fois, on revient sur ce mythe. Donc oui, c'est totalement, c'est violent, et c'est cautionné, c'est être complice d'une violence masculine, misogyne à l'encontre des filles et des femmes. Et donc voilà, donc effectivement, je condamne plus que doublement, triplement. Pour moi, c'est criminel. Et donc voilà, le fait que ce soit en France ou que ce soit au Maroc où il y a encore ces pratiques, et donc tu en as parlé, donc que ce soit des tests de virginité ou de reconstruction d'hymen, oui, c'est criminel. Et puis en plus, il y a plusieurs campagnes. Alors nous, c'est une petite échelle, nous sommes un mouvement, même si nos campagnes ont un peu buzzé, mais il y a l'OMS, il y a de grandes organisations qui parlent de ce mythe de la virginité féminine et ces pratiques, ces tests qui n'ont aucune validité scientifique. Donc en tout cas, voilà, je réponds à la question. Évidemment, la question ne se pose même pas. C'est évidemment condamnable et c'est être complice de ces violences et de ces crimes. Mais malheureusement, encore une fois, lorsqu'on parle de droits des femmes et du corps et des sexualités des femmes, voilà où on en est, et qu'il y a encore des personnes qui sont là en train non seulement de débattre sur ces questions, mais aussi de cautionner et d'être complices de pratiques patriarcales et barbares. C'est pour revenir aussi à la question. On a une question que j'ai notée, qui était d'une des personnes qui suit Society, qui s'adresse à toi, Monia. Je pense que la personne dont tu parlais déjà, c'était peut-être Fabio Corbis-Sierri dans le livre qui parle du mythe. Exactement. Voilà, ça me revient maintenant, oui. On le mettra de toute façon dans la bibliographie. Il y a une question qui nous a été posée, que je repose à l'identique, c'est la question de pourquoi on a autant peu aussi de réflexion et de sources autour de la question de la sexualité en Algérie. Autant sur le Maroc et la Tunisie, on peut dénombrer le nombre de choses, autant sur la question de la sexualité en Algérie, même s'il y en a, attention, elles sont beaucoup plus rares et beaucoup moins accessibles. Je pense aussi que c'était une question qu'on vous posait. On ne peut pas y aller, nous les journalistes, c'est très très compliqué d'aller en Algérie. D'abord, c'est quand même le degré supérieur des interdits en Algérie. Et si on faisait un dégradé, il y a Tunisie, Maroc, Algérie. Donc là, c'est vraiment verrouillé sur énormément de points sur la sexualité et le corps des femmes. Et les journalistes qui n'ont pas de visa ou en tout cas qui ne sont pas de nationalité algérienne ne peuvent pas aller là-bas. Et quand on y va, il faut s'attendre à ne plus pouvoir y retourner si on parle de sujets sensibles, comme ça s'est passé pour un collègue récent, Moustapha Kessous du Monde, qui a fait un état des lieux de la situation en Algérie et parler de la sexualité, et je crois qu'il ne peut plus y retourner, où c'est se prendre aussi un tombereau d'injures quand on parle de ça, et notamment en Algérie. Donc c'est une des raisons. C'est une des raisons. Bien sûr, il y a pas mal de sources en arabe. Moi, j'en ai trouvé pas mal, donc à traduire. Mais pour revenir à vous, Monia, quel est l'état aussi qu'on peut faire aussi sur la question de l'anthropologie, de la sociologie autour des identités en Algérie, de la sexualité en Algérie? En ce qui me concerne, pour moi, le terrain est inaccessible. Il est tout simplement inaccessible. Ce n'est pas me rendre en Algérie. Moi, je peux aller en Algérie sans aucun problème. L'accès au territoire est peut-être beaucoup plus facile que pour Madame Gagné. Sauf que
la cible qui est le terrain, pour moi, des sexualités, il est quasiment inaccessible. Personne n'accepte de parler. Ils sont terrorisés. Entre eux et moi, déjà, ils sont terrorisés. D'ailleurs, toutes les personnes algériennes que j'ai pu interroger, je les ai interrogées en Tunisie. Et je les ai rencontrés en Tunisie par... c'était accidentel. Ils sont sur Tunis pour participer à un événement, pour participer à une formation. Dès que je prends connaissance de leur existence sur le territoire tunisien, donc je saute sur l'occasion pour discuter de choses et d'autres. Et d'ailleurs, mon terrain sur l'Algérie, enfin le petit terrain que j'ai sur l'Algérie avec des activistes, je ne connais aucun prénom d'activiste. On était à Tunis. Dans un espace public, je ne connais aucun prénom. Donc, ils ont les interviews que j'ai réalisées, ils sont avec des ils se présentent avec des pseudonymes, carrément des pseudonymes. Quoique dans tout ce que j'écris, je n'utilise jamais les noms et les prénoms des personnes, jamais. Que ce soit tunisien, algérien, marocain, jamais. Que des pseudonymes. Mais au moins, au niveau de la relation humaine, au niveau du contact, de la rencontre, je sais qu'il s'appelle Mohamed, il sait que je m'appelle Monia. C'est un minimum. Et bien, pour les Algériens, non, même pas ça. Donc, les interviews, c'était avec des pseudonymes. Mais c'est déjà ça. Je me dis, voilà, c'est... voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? Ouais. Attendez, te rappelle juste le micro pour qu'on puisse t'entendre, en fait. Bonjour, moi j'avais une question pour vous, Betty, sur l'organisation en fait, des mouvements. Parce que je vois bien que depuis Mali, qui était vraiment précurseur sur les sujets, aujourd'hui il y a de plus en plus de mouvements qui se multiplient au Maroc sur ces questions, et qu'il y a quelque part une espèce de convergence des luttes, parce que beaucoup d'articles qui sont ciblés sont ceux que vous avez cités tout à l'heure. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'il y a une forme de coopération aujourd'hui entre les différents mouvements, justement, pour organiser une riposte politique sur ces sujets, ou ça reste encore des mouvements un petit peu à part voilà. Bah non, bah c'est triste parce que non. Non, il n'y a pas de réelle je trouve ça triste d'ailleurs. Il n'y a pas de réelle collaboration, il n'y a pas de solidarité. Mais avant même de parler de ces nouveaux collectifs ou associations qui sont nés ces dernières années et qui travaillent sur ces questions, notamment les questions LGBT, etc., même les anciennes associations, qui existent depuis les années 60, 70, 80, peu importe, c'est pareil, c'est vraiment, voilà, il n'y a pas du tout de solidarité, je trouve ça dommage, et je pense que c'est ce qui fait aussi que ça n'avance pas vraiment, pour être honnête, et voilà, j'en parle régulièrement de ça. Je sais pas, je ne sais pas d'où ça peut venir, je ne sais pas si c'est une question d'ego, je ne sais pas si ce sont aussi des divergences idéologiques qui sont réelles, hein, attention. Est-ce que c'est un ensemble de tout ça? Mais en tout cas, je te réponds que voilà. Donc non, il n'y a pas de... Attendez que le micro arrive. Parce que finalement, les divergences idéologiques, on les a dans tous les mouvements, mais je pense qu'au Maroc, il y a quand même une base qui est assez importante à traiter. Et il y a des... vraiment, il y a des luttes qui sont communes, et c'est pour ça que je parlais de convergence de luttes. Il y a des luttes qui sont communes. Dans les mouvements, donc c'est pour ça c'est assez surprenant. Il y a des luttes qui sont communes, mais il y a des sujets que toutes les associations ne traitent pas. Voilà. La question du droit à l'avortement, par exemple, il y a plusieurs associations qui refusent d'en discuter, qui refusent des interviews aux médias. D'ailleurs, souvent, on les renvoie vers nous, alors que nous, comme je disais, nous sommes juste un petit mouvement. Donc voilà, donc il y a ça. Tout à l'heure, on avait parlé de Much Loved. Quand il y a eu cette polémique par rapport à Much Loved, j'ai beaucoup
J'avais beaucoup évoqué, j'avais répondu à plein de médias sur cette question-là. Et les journalistes que j'avais rencontrés à l'époque étaient nombreux à me dire, parce que j'étais là, mais c'est encore moi, enfin, c'est toujours moi qui parle, voilà. Et c'est parce que des associations féministes refusaient de se positionner par rapport au film Much Loved. Voilà, pour donner un exemple, mais je peux en donner plein. Donc voilà, donc il y a aussi ce souci-là, le fait que quand ce sont des sujets sensibles, tabous, etc., que des associations ne veulent pas se positionner clairement. Après, pour parler de Mali, nous sommes clairement ostracisés, et je sais très bien pourquoi, donc c'est pas le souci. Mais voilà, c'est que nous sommes sans langue de bois, je représente le mouvement souvent et je suis pas politiquement correcte, que nous sommes un mouvement de désobéissance civile revendiqué depuis la création. Donc voilà, nous ne faisons pas dans le politiquement correct, nous faisons des actions et des campagnes choc, nous n'évoquons pas la question de la religion qu'on mettons de côté, etc. Enfin voilà, donc en tout cas en ce qui concerne Mali, j'ai ma réponse, mais les autres collectifs ou assos sont plus ou moins d'accord en général, mais voilà, il n'y a pas une grande solidarité. Je dirais quand même que c'est peut-être vrai. Je vais quand même répondre aussi à ta question en te référant au fait que c'est une question aussi qui dépend tu parles de base. La base est certainement celle du féminisme. Tu ne trouveras pas une seule association qui touche aux questions d'identité LGBT, par exemple au Maroc, qui ne fait pas une référence aux questions de féminisme. Après, il y a la question aussi de l'institutionnalisation du féminisme, depuis que le féminisme est institutionnalisé, c'est-à-dire qu'il y a le code de la famille, il y a les questions de tout ça, fait que certaines associations sont détachées. Et puis les collectifs, au contraire, moi je trouve qu'ils sont très connectés par rapport à la question j'évoquais au début de cette conférence, finalement, le cas de cette personne trans, cette jeune femme trans qui a été agressée. Le communiqué est signé par 12 associations. 12 collectifs, pas associations, attention, 12 collectifs, parce que les associations n'ont pas le droit de se créer autour de la question LGBT, avec une seule rare exception, qui est d'ailleurs ostracisée par le reste des collectifs. Donc il y a, je trouve que là où il y a le plus de cohésion, c'est autour de ces associations-là, qui touchent souvent les questions trans, et qui existent depuis pas longtemps aussi. Que ce soit Qaliyat, que ce soit Nasawiyat, que ce soit Transat, que ce soit Ta'nit, toutes ces associations-là sont extrêmement connectées et font du travail. Ta'nit, par exemple, c'est une archive ouverte de toutes les luttes LGBT au Maroc qui est en train de se faire. Donc il y a des connexions, c'est juste que forcément ça commence, du coup ça prend du temps et que le cyber offre ces nouvelles connexions. Je vais donc refermer cette table ronde en vous remerciant Monia. Tu voulais poser une question, non ? Je pense on pourra le poser après. Et je vais donc vous remercier d'être là, au nom de Seiti, au nom de Tilia qui n'est pas là, et vous applaudir. Merci beaucoup pour cette table ronde. On se retrouve bientôt avec une autre table ronde. Et puis d'ici là, on continuera à parler du Maghreb autrement. Merci et bonne soirée.